Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir avec nous. En ces temps, alors je me présente tout d'abord, je suis Nathalie Rihuguez et je suis la présidente de Viso France. Nous sommes ravis de vous avoir, même si ce sont des temps extrêmement éprouvants, bien entendu. Et quand, avec Nathalie Elmali, qui traditionnellement anime le jour des droits de l'enfant, une soirée, nous nous sommes posé la question du thème. Nous sommes très rapidement tombés, bien entendu, sur l'enfant dans la guerre. Avant de démarrer, je voulais vous dire que depuis le 7 octobre, la Viso est mobilisée, bien entendu, en Israël tout d'abord, puisque même si le pays s'est arrêté, la Viso a tout de suite ouvert 11 crèches dans les hôpitaux, de façon à permettre au personnel soignant de travailler. Ces crèches sont ouvertes 24 heures sur 24. La Viso a également accueilli dans ses lycées, dans ses internats, dans ses refuges, des personnes déplacées du sud ou du nord. Vous savez qu'il y en a à peu près 200 000. Donc la Viso a ouvert ses portes et s'occupe de nourrir, de loger et de vêtir toutes ces personnes qui sont parties sans rien. Également, très important, les Israéliens sont tous dans une grande détresse psychologique et les lignes téléphoniques de la Viso répondent toute la journée et toute la soirée aux personnes qui sont en grande détresse psychologique et qui ont besoin de parler à quelqu'un. Donc la Viso en Israël est mobilisée, a besoin de moyens exceptionnels. Donc ici et dans les autres fédérations dans le monde, nous nous sommes mobilisés. Nous nous sommes d'abord mobilisés, bien sûr, pour récolter des dons, et nous avons toujours besoin de dons. Donc n'hésitez pas à aller sur viso.fr pour faire des dons, c'est important. Nous sommes l'une des quelques associations, il n'y en a pas beaucoup, qui avons le droit d'envoyer de l'argent directement en Israël. C'est-à-dire que nous n'achetons rien ici. Nous envoyons toutes les semaines l'argent en Israël. C'est-à-dire que nous faisons un virement. D'accord ? Donc nous faisons ces virements toutes les semaines. Et donc l'argent qui arrive repart chaque semaine. Donc vous pouvez, et 100% part en Israël, et vous pouvez recevoir bien sûr le SERFA quand vous faites un don. Donc la première chose, l'argent, on peut dire le nerf de la guerre. Mais aussi rapidement, on a été très choqués d'une chose particulièrement qui m'a choquée, c'est quand on est entré dans la guerre, quand Israël est entré dans la guerre, on n'a plus parlé des otages. Et je me suis dit, c'est pas possible, parce que cette guerre, elle est aussi à cause du massacre qui s'est passé le 7 octobre, et de cette abomination qui a été la prise des otages, ces bébés, ces enfants, ces femmes et ces hommes, et ces personnes très âgées. C'est abominable. Et donc, nous nous sommes dit, il ne faut pas oublier, et il ne faut pas que ça passe au second plan. Donc la Viso a lancé une opération hebdomadaire. La première a eu lieu vendredi dernier. Donc nous allons nous réunir tous les vendredis, place du Trocadéro, à 12h30, jusqu'à ce que tous les otages soient libérés. Donc vous êtes les bienvenus. On était plus d'une centaine, je n'ai pas compté, je ne sais pas, on m'a dit 200. Moi je dirais on était entre 100 et 200. Et il faut que tous les vendredis, on soit entre 100 et 200 pour dire, n'oubliez pas les otages. Donc je vous invite à nous rejoindre le vendredi à 12h30 parce que c'est absolument crucial. Je vais maintenant laisser la parole à Nathalie Elmali qui va nous présenter la soirée. Merci Nathalie. Bien, alors merci Nathalie aussi. Alors déjà, je vous remercie d'être là ce soir. Je remercie les intervenants qui nous font l'honneur de partager avec nous leurs expériences et leurs expertises. D'autres intervenants vont arriver encore, mais nous avons donc Muriel Chemla, Aurélia Benisti et puis Thibaut Moreau. Et tout à l'heure, Vladi Maman va nous rejoindre, ainsi que Catherine Maman.
Bien, j'ai l'impression que l'on ressent toutes et tous un peu la même chose. Nous avons été sidérés, frappés par la stupeur, la frayeur, l'angoisse, devant ce qui surgissait comme irreprésentable, innommable, avec une incapacité soudaine de mettre des mots, de penser. Voilà Catherine Maman. Je la rencontre pour la première fois, donc voilà. En général, nous vivons dans une sorte de bulle de protection, protégée comme par un dôme de fer. On vit avec l'idée que nous sommes plus ou moins à distance des guerres, des grandes tragédies, que nous sommes en sécurité, notamment ici, en France. Le pogrom du 7 octobre et les violences verbales hystérisées à l'égard des Juifs et d'Israël, qui les ont suivis de peu, de très peu, sur toute la planète, sont venus balayer nos croyances et arrêter la pensée. La cruauté de ces crimes, l'enlèvement d'enfants et les actes antisémites ont représenté une effraction psychique où nos pires angoisses, les pires scénarios que l'on avait imaginés sont devenus réalité. Ils nous ont fragilisés avec un sentiment d'impuissance et de perte de notre sentiment d'intégrité. Cette fragilisation touche bien sûr aussi les enfants. Ils ont tous plus ou moins perçu nos inquiétudes et à leur tour ressenti de la peur, d'où l'importance de mettre des mots sur leurs émotions et de leur redonner un sentiment de sécurité. Nous connaissons tous des contes pour enfants qui mettent en scène des personnages terrorisants, qui essayent d'entrer dans les maisons pour enlever ou manger les enfants. Mais dans ces contes, le héros triomphe sur le méchant. Nous avons tous répété à nos enfants que les loups, en fait, sont hyper craintifs et qu'ils n'entrent pas dans les maisons. Mais en ce moment même, selon leur connaissance de l'existence des otages ou pas, la réalité rejoint leur frayeur. D'où la nécessité de redoubler d'attention, de leur raconter, autant que faire se peut, une version édulcorée et les aider à surmonter leur peur. Mais la question se pose aussi pour les plus grands, exposés aux images terrifiantes qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux. On le sait, la violence des images et des informations inhibe le cerveau. Elle nous empêche de réfléchir de manière lucide et critique. Ce qui est vrai pour les adolescents est aussi vrai pour les adultes d'ailleurs. Bref, nous sommes tous, pour des raisons différentes, très impactés par cette actualité éprouvante. C'est pourquoi chacun d'entre nous, pour aider les enfants qui nous entourent, devons trouver nos solutions pour faire face déjà à nos propres angoisses. On est tous différents, avec une histoire individuelle et familiale singulière, avec des liens à Israël et aux Israéliens plus ou moins proches. Il n'y a donc pas de remède universel. En revanche, nous pouvons partager des pistes, des chemins, des entrecroisements. Nous avons donc organisé cette table ronde pour penser ce qui nous arrive, à nous et à nos enfants, élaborer des pistes de réflexion, partager des questionnements dans ce moment si particulier que nous traversons tous ensemble. Quand on est isolé et passif, notre énergie psychique risque de laisser toute la place à l'angoisse. Nous devons donc agir, jouer avec les enfants, nous engager collectivement dans des actions caritatives pour nous protéger des informations et nous soulager dans des moments si éprouvants. Il s'agit d'une guerre, mais aussi d'une guerre psychologique particulièrement rude. Et face à cette guerre psychologique, la solidarité que l'on voit en Israël comme en France participe à une forme de résistance. C'est pourquoi je vous invite, si vous ne le faites pas déjà, à résister en participant à des actions collectives selon votre domaine de prédilection. Et les portes de Viso France, par exemple, sont grandes ouvertes et vous invitent à ce rassemblement vendredi prochain au Trocadéro à partir de 12h30, comme vous l'a dit Nathalie. Je voulais dire aussi ce qui est intéressant dans cette soirée, pour cette table ronde, évidemment, c'est pas que nous ayons...
c'est très bien que des spécialistes fassent des exposés, mais ce qui est intéressant aussi, c'est les échanges. Et je pense qu'en ce moment, nous avons tous besoin de faire part de nos remarques, de nos questionnements, mais aussi de nos observations. Enfin bon, ce qui est intéressant ici, c'est un temps d'échange entre nous, et voilà, et peut-être de pouvoir, peut-être pas élaborer, mais en tout cas de construire quelque chose ensemble. Voilà, merci beaucoup. Et je vais passer la parole à Thibaut Moreau. Donc Thibaut Moreau est psychologue clinicien, psychanalyste, et il est vice-président de Chibolette. Merci Nathalie. Alors, quand Nathalie m'a demandé de venir avec vous réfléchir ce soir, j'ai d'abord pensé que je n'avais pas les compétences requises ou l'expérience requise exactement, dans la mesure où je n'ai pas de connaissance directe de la guerre. Et je n'ai pas eu à prendre en charge, dans mon métier, des enfants qui ont connu la guerre. Et cependant, par mon travail, et comme psychologue clinicien, comme psychothérapeute, auprès d'enfants dans des services de pédopsychiatrie ou dans mon cabinet, j'ai évidemment eu affaire à des prises en charge de traumatismes. Donc j'ai pensé que de vous faire part des quelques observations ou réflexions que j'ai pu glaner dans mes expériences, mais aussi dans les transmissions familiales, peut-être que ça donnerait des mots pour support à nos échanges. Quelquefois, quand on arrive à trouver un mot et qu'il convient, c'est un peu d'ailleurs le travail qu'il faut faire avec les enfants, il y a quelque chose qui prend et l'échange peut se faire. Parce que quelquefois, on est pris, soit dans le moment traumatique, soit quand on est enfant ou adolescent, on est pris dans une réalité qu'on ne parvient pas à nommer. Et c'est pas seulement le saisissement, quelquefois, du choc ou de l'expérience des émotions trop fortes, c'est aussi quelque chose d'inédit. Et voilà, il y a l'idée d'essayer d'inventer des mots pour pouvoir échanger ensemble. Alors, la façon de travailler s'inscrit dans une filiation avec Winnicott et Freud. C'est-à-dire, je fais référence principalement à Winnicott et à ses écrits tardifs sur le traumatisme, où il évoque la famille comme cette entité qui a vocation à soigner l'enfant, au sens anglais, d'hésitation entre care and cure, c'est-à-dire à la fois prendre soin, protéger, lui faire un habitacle pour qu'il puisse grandir à l'abri des traumatismes de la vie, et puis soigner quand il arrive qu'il y ait un choc. Et donc c'est comment nous, parents ou soignants, nous allons veiller, pour reprendre ce que tu disais, à protéger les enfants, réparer quand il y a des blessures, mais aussi protéger, c'est protéger dans le temps, en se projetant, c'est-à-dire en leur donnant des éléments pour pouvoir faire face à ce qui peut arriver. Toute la question, c'est mais quoi, quand, comment, quelles mesures prendre, qu'est-ce qu'il est bon de dire, de taire, de remettre à plus tard, etc. Alors, je pense que très souvent on se trompe, mais l'important c'est de garder cette parole et cette réflexion ouverte et la reprendre pour ajuster et transformer. Heureusement, il n'y a pas de mot définitif. Bon, je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit quand on se retrouve face à ces enfants ou dans l'entité familiale pour réfléchir, savoir qu'il faut prendre du temps et se dire qu'il y a plusieurs étapes. Il ne s'agit pas de dire le mot définitif tout de suite. Alors, quand on dit faire face aux événements lourds, il y a ceux qui arrivent, qui nous arrivent aujourd'hui, qui nous sont arrivés, mais ces événements ne manquent pas de réveiller des traumas anciens, quelquefois
qui date de 2-3 générations. Et la question de la transmission familiale, elle doit être avisée, enfin, il s'emploie à être avisé de cela. Et quelquefois, il y a des choses qui se réveillent, qu'on n'a pas vu venir, et qui peuvent avoir dans leur manifestation même des effets traumatiques. À ces questions du traumatisme, je vous propose quelques réflexions sur le mot de guerre. D'abord, dans l'œuvre de Freud, il y a un texte pivot qui est témoin d'une évolution radicale de son œuvre au moment de la guerre. C'est un texte qui date de 1915 ou 16 et qui s'appelle « Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort ». C'est un petit texte, mais où tout ce que Freud a construit les années précédentes se trouve remis en question par le surgissement de la guerre qui touche les membres de sa famille, qui touche son activité. Puis on voit, on sent comment progressivement Freud est atteint, touché, déprimé, consterné, et en vient à remanier son œuvre pour faire place à cette question de la guerre et de la mort. Il reprendra la question dans un texte, dans un échange avec Einstein en 1930 sur pourquoi la guerre. Mais tout c'est ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent un petit peu, quand il a remanié sa théorie, il a créé une nouvelle topique avec les questions de pulsion de vie et de pulsion de mort. Ça date de cet événement-là. C'est-à-dire que d'arriver à prendre en compte ce qui nous arrive à nous, c'est un défi à la pensée aussi, d'essayer de trouver une façon de penser cela pour continuer. Sur la question de la guerre, d'abord je crois il me semble important, on peut entendre le terme de guerre au sens général, mais il y a une entreprise de destruction dans le monde depuis déjà le siècle dernier, qui détruit la guerre même. Au sens, la guerre est un moment entre deux peuples où il y a un conflit et il y a le fait de se défendre. Et il y a des règles. On parle de crimes de guerre, c'est-à-dire que la guerre a ses lois. Et aujourd'hui, ce à quoi nous avons eu affaire à partir du 7 octobre, c'est autre chose que la guerre. C'est quelque chose ce sont des exactions criminelles qui détruisent jusqu'à ces codes-là de l'humanité. Ensuite, Israël a mis en place une guerre pour se défendre. Et dans la réflexion, je pense qu'il est important de distinguer ça. Parce que, il me semble, mais ça c'est pas fondé sur une expérience, donc c'est éminemment critiquable, mais il me semble que des événements pris dans une guerre vont avoir un certain sens et ne laisseront pas les mêmes traces que des événements qui surgissent dans une destruction absolue et déterminée, où on se retrouve placé comme objet. Et je distinguais quand j'ai préparé ça, j'opposais exaction criminelle et guerre, et destruction et défense. La guerre est aussi une défense. Et je fais référence à un ouvrage de Michael Barzvik qui, des années de 2010, je crois, qui parlait d'un éloge de la guerre après la Shoah. C'est-à-dire que la guerre, c'est une façon de se défendre et de maintenir la vie, de choisir la vie aussi. Et c'est le même partage, donc destruction-défense, mais aussi fatalité ou choix vital. Alors évidemment, quand on va parler avec les enfants, on ne va pas nécessairement faire cette distinction-là, mais je pense que déjà pour penser, nous, la réalité à laquelle nous sommes confrontés, c'est important de discerner. Et puis, quand les enfants vont poser des questions sur quand on fait la guerre, on tue des personnes. Et c'est important de remettre les choses à leur place pour donner des repères de pensée sur notamment l'interdit « tu n'assassineras pas », ça ne veut pas dire « tu ne tueras pas », c'est pas la même chose. Donc on est au fondement même des échanges humains et c'est important d'arriver
à trouver des repères pour se situer et pour donner des éléments de lecture à nos enfants, à nos adolescents. Je voudrais aussi distinguer que la guerre est un événement à la fois personnel et collectif. Et on le sent avec ce qui se passe en nous et autour de nous, c'est-à-dire que suivant la distance à laquelle on est du lieu de l'événement, distance physique mais affective aussi, par les liens que nous avons avec les personnes qui sont directement touchées, ou si on est directement touché soi, il y a toute une dimension personnelle que tu évoquais, on est touché différemment suivant qui on est, suivant l'histoire qu'on a, suivant là où on vit, etc. Mais c'est aussi collectif, sous plusieurs angles. C'est-à-dire qu'il y a l'événement qui touche Israël, par exemple, comme peuple, comme État, avec l'effraction dans ses frontières, et l'entité, l'individualité psychique collective est atteinte. Il y a aussi cette dimension-là. Une autre question collective, c'est ce que nous faisons ce soir. Et on a besoin de se retrouver, de penser ensemble pour arriver à surmonter les épreuves personnelles. Et ce collectif-là, il aura une valeur thérapeutique, une valeur, je ne sais pas comment dire autrement, bénéfique, si il engage aussi une dimension personnelle. C'est-à-dire, chacun s'y met avec ce qu'il est. Alors, j'ai parlé un peu de traumatisme. C'est un modèle, un modèle de fonctionnement, un module de fonctionnement du psychisme qui se décompose en plusieurs temps. Il y a le choc, il y a le trauma, c'est-à-dire la trace du choc, et puis le traumatisme, c'est l'ensemble des réactions de l'organisme psychophysiologique à ce choc. Et comme on le verra plus loin, d'une part, chacun réagit différemment en fonction de ce qu'il est, de son terrain, si je puis dire, de ses entourages. Alors j'ai un peu perdu, mais un autre élément concernant le traumatisme, c'est la différence entre quelque chose qui sera traumatique et quelque chose qui ne le sera pas. C'est quand un événement va déborder les défenses, les capacités d'assimilation, les capacités de faire respecter les limites du soi, quand on va être débordé et qu'on n'est plus protégé. Ce mode de fonctionnement psychique qu'on appelle le psychotraumatisme, en ce qu'il peut nous renseigner sur ce qui nous arrive quand un événement est tel qu'il déborde nos capacités d'assimilation et qu'il déborde nos défenses. Et ça entraîne une autre façon de fonctionner, de vivre, de penser, de sentir, et qui défie la raison. L'état traumatique, c'est comme un moment où l'instance affective va prendre le pouvoir et ne va plus rien respecter. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être traumatisé, il va les événements vont s'être gravés en lui, ils ne vont pas se perdre dans le temps. Ça reste toujours présent, toujours identique, et ça échappe à la volonté. Et donc ça défie toutes les capacités que nous mettons en œuvre d'habitude pour dépasser une difficulté. On arrive à la surmonter, on la contient, on l'apprivoise, etc. Tandis que là, il y a quelque chose d'une dévastation qui bouleverse l'ordre des pensées et la façon d'agir. C'est-à-dire que dans un état traumatique, on peut se retrouver pris d'une crise de panique à partir d'un détail qui n'apparaîtra à personne, et même quelquefois à soi, il n'apparaîtra pas. Et on se trouve tout à coup dans un automatisme qui va même nous faire des choses contraires à nos propres intérêts. Et donc c'est important, c'est un travail qu'il faut recommencer à chaque fois. Je veux dire, quand on est en présence de quelqu'un qui est traumatisé,
il faut arriver à se défaire de son mode de pensée raisonné, construit, pour apercevoir, il ne s'agit pas de rentrer et de coller à ce mode-là, mais pour apercevoir l'écart dans lequel la personne peut se trouver. Et c'est un écart qu'il faut essayer de franchir. Ça permet d'essayer de sortir la personne de la solitude dans laquelle elle peut se trouver, se sentir, par le fait de ne pas être comprise, mais aussi de soi à soi. Quand il nous arrive quelque chose qu'on ne reconnaît pas en soi, c'est terriblement angoissant, et il est important de pouvoir s'arrimer à d'autres pour se sortir de ce pas-là. Un autre élément sur la persistance des traces du traumatisme, c'est que ce n'est pas la même chose que des souvenirs. Les souvenirs sont vivants. Les souvenirs, ils évoluent, ils disparaissent, ils réapparaissent transformés, ils trompent. On y injecte des choses de nous. Qui ne s'est pas souvenu d'un lieu d'enfance, et quand il y revient, il trouve que c'est pas du tout pareil, ça n'a rien à voir. Tandis que les événements traumatiques vont graver les choses. Je me souviens d'une conférence de Georges-Arthur Goldschmidt, qui était venu à un de nos événements à Chibolette, et qui nous avait évoqué ce qui lui était arrivé quand, à 15 ans, il avait échappé à une arrestation de la Gestapo. Et il disait qu'aujourd'hui encore, il avait gravé en lui les sensations qui étaient dans cette scène-là, des détails, mais qui étaient là, immuables. C'est un peu à ça qu'on reconnaît des traces, des empreintes du traumatisme. Alors, ce n'est pas nécessairement je crois que ce n'est pas nécessairement une fatalité, au sens que par le travail de la parole, par le soin, il y a des plaies qui peuvent se réduire. Certainement que des traces demeurent, mais la portée des traces dans la vie peut se réduire. Nous en revenons à cette question qui nous occupe, c'est comment aujourd'hui accompagner nos enfants quand ils ont subi des traumatismes, ou quand ils pourront ou pourraient en subir. C'est la question de la présence pour pouvoir les accompagner et leur donner des mots pour reconnaître ce qui advient ou identifier ce qui s'est passé. Un autre élément que je dois à Michel Galbolkovitch, avec qui je participe à l'association Chibolette. Il avait fait il y a quelque temps une conférence sur le traumatisme, et il avait évoqué cet élément qui me semble important. C'est comment, pour les enfants, ce peut être un choc, un événement psychique très important que de voir ses propres parents débordés. Le retentissement que ça a, mais j'imagine, pour les citoyens israéliens, de voir leur propre armée qui a été débordée à un moment pour ce qui est d'assurer la protection. Ça engendre une fragilité, voire un état traumatique collectif et individuel. Mais pour les enfants, il y a cet élément-là. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout dissimuler, c'est essayer je pense, de contenir, mais aussi peut-être quelquefois, je crois que c'est important de pouvoir dire, écoute, il se passe quelque chose, je ne peux pas t'en parler, ou je t'en parlerai plus tard ou bientôt, mais oui, il se passe quelque chose, parce que l'enfant, il perçoit quand il y a quelque chose, qu'on a eu un coup de téléphone, qu'il s'est passé ceci ou cela, et de feindre qu'il ne se passe rien peut créer des espèces de discordances entre ce que je vois, ce que je sens, ce que j'anticipe, et puis ce que l'on me dit. Voilà, c'est un élément en passant sur l'attitude que l'on peut adopter. Oui, deux éléments qui me semblent parlants, très parlants, pour penser ce à quoi nous avons affaire. J'ai entendu il y a peu Yael Meloul qui, à la radio, dans une interview, évoquait la notion de bombe à fragmentation, un terme issu d'un terme d'arsenal, je dirais, mais qui est transféré psychiquement. C'est-à-dire que ce à quoi nous avons eu affaire, c'est un événement qui, dans son explosion, s'est disséminé en chacun de nous
et pas seulement par les récits, par ce dont nous avons pu être témoins, etc., mais aussi par les images. Et on voit qu'il y a quelque chose qui s'est propagé dans tout le monde. Et ça, il y a quelque chose qui caractérise la réalité humaine à laquelle nous sommes confrontés. Ça n'était pas le cas il y a un siècle, de cette façon-là. Donc on a aussi à penser cette dimension-là de la fragmentation en chacun de nous. Et après, je recours à un autre concept d'une femme israélienne, Yolanda Gampel, qui nous avait un jour donné une conférence en évoquant le concept qu'elle a forgé à partir des années 80-90, qui est la notion de radioactivité des traumatismes. Et je m'en suis resservi beaucoup quand j'ai eu affaire à des situations, parce que je trouve que c'est très parlant. La radioactivité se caractérise par plein de phénomènes qui lui sont propres et qui peuvent nous aider à penser ce qui ne se voit pas, ce qui agit, par exemple la propagation, le fait d'être contaminé. Quand on a été en contact avec un événement traumatisant, et dans la façon de le raconter, l'autre va être touché. Alors, c'est ce qui permet aussi d'élaborer, d'échanger, mais en même temps, il y a quelque chose qui nous affecte. Je me souviens qu'on en avait parlé il y a peu, et dans notre conversation, j'évoquais le protocole mis en place dans les CUMP, les cellules d'urgence médico-psychologiques, qui ont à traiter les traumatismes dans les sociétés. Ils ont par exemple les gens qui interviennent en direct avec ceux qui ont subi les traumatismes, n'ont pas le droit de rester plus de tant de temps. Et on les sort, parce qu'ils ne veulent souvent pas sortir, ils restent pour aider, pour ceci, mais parce que si on ne les sort pas, ils vont être brûlés. Enfin, quelque chose ils ne pourront plus travailler après. Mais vous voyez, et la question du souffle, du traumatisme, la façon dont ça peut nous toucher intérieurement sans qu'on s'en rende compte, avec des phénomènes toxiques, etc., c'est assez précieux. Bon, mais la question de la radioactivité, elle peut se transposer au travail entre les générations. Il y a des récits chargés, vous voyez, par exemple, ou des gestes chargés, etc. On peut le retrouver dans beaucoup de domaines sur l'attaque des membranes psychiques internes. La radioactivité, ça détruit les membranes, mais on ne le voit pas à l'extérieur. Sur le traumatisme, évidemment. Il m'arrive quelque chose, ça ne se voit pas, donc autour de moi, les gens ont du mal à y croire. Même moi, j'ai du mal, parce qu'il m'arrive, je n'ai pas la main cassée ou quelque chose de blessé qui se voit, qui se sent, mais c'est psychique, et souvent je n'en veux pas, donc je le mets à l'écart, donc je n'arrive pas à le reconnaître, etc. Bon, voilà, c'est peut-être un outil pour penser cette réalité-là. Avec les enfants, proprement dit, il y a une difficulté, c'est la question de la parole. Quand ils sont tout petits, leurs modes d'expression peuvent être non-verbaux, et en tout cas, bien souvent, ils ne savent pas ce qui leur arrive. Ou ils le savent, mais ils ne savent pas le dire. Donc il y a, pour celui qui va les accompagner, que ce soit les parents ou les soignants, d'arriver à trouver une disposition pour peut-être leur proposer des mots. Le problème, c'est que, d'une part, il peut y avoir des malentendus. Le mot guerre, le mot amour, le mot mort, chez les enfants, ce n'est pas la même chose que chez un adulte qui a vécu, qui a connu des choses, etc. Et quelquefois, on va entendre l'enfant prononcer tel mot, et on va se précipiter avec nos angoisses, nos réflexes, etc. Et on va lui injecter des choses qui sont à nous, et qui ne vont pas nécessairement l'aider, et qui vont peut-être nous soulager, ou je ne sais pas, mais c'est moins centré sur ses intérêts que sur les nôtres, même si on veut bien faire. Donc l'important dans la construction d'une parole en navette avec l'enfant, c'est aussi ce temps d'écoute. C'est-à-dire, quand un enfant pose une question, avant d'y répondre, moi je le relance, je lui dis « Et toi, quelle est ta réponse ?» Et comme ça me donne une idée, comme un diapason, de où il en est dans ses représentations, qu'est-ce qu'il a perçu, parce qu'on va croire qu'il a vu la même chose que nous, mais non, pas du tout. Donc voilà, c'est une construction d'attention et de l'écouter. Puis après, il y a une improvisation, il y a une audace d'avancer tel mot, et puis de voir qu'est-ce que ça donne, pour voir si ça marche pour lui. Et c'est un peu la même chose aussi pour les adolescents. Je me souviens d'échanges avec des adolescents qui étaient incapables de dire quoi que ce soit sur ce qui leur arrivait.
et d'entretien où j'ai dû parler un peu à tâtons pour qu'à la fin, il me dise oui, c'est ça qui se passe. Vous voyez, donc il y a des moments où il s'agit d'y aller avec ce qu'on peut avoir de souvenirs d'enfance et d'adolescence pour proposer à nos enfants une version de ce qui peut-être leur arrive. Et si on se trompe, c'est pas trop grave, du moment qu'on pense pas avoir raison. Si on se trompe, l'enfant peut nous dire non, c'est pas ça, c'est ça. Et donc ça lui a permis de trouver. Bon. C'est tout dans la manière d'avancer les choses. Voilà, en guise de conclusion, et en suivant ce moment-là, c'est que il s'agit, c'est une des choses, je crois que je t'avais écrite quand j'avais commencé à réfléchir. Pour accompagner nos enfants, il faut aussi arriver à retrouver notre enfance à nous, en nous, et même si c'est pas évident, parce que on grandit en éloignant l'enfance d'une certaine façon, et ça aide. C'est pas mauvais d'éloigner l'enfance, parce qu'on peut pas rester enfant. Mais en revanche, d'y revenir, ça nous permet de retrouver peut-être des accords, hein, des éléments, ou même quelquefois de transmettre à nos enfants des expériences similaires qui peuvent les aider. Ah oui, toi, il t'est arrivé ça, d'accord. Oui, ça peut aider à penser, à s'identifier, à se distinguer, etc. Et tout dernier point, bien souvent, donc moi quand je reçois un enfant, je le reçois aussi avec sa famille, et puis on fait différents échanges, et à la fin, il apparaît que quand la famille s'est occupée de son enfant, l'enfant leur apporte des choses. Et nos enfants peuvent nous aider à passer ces épreuves à laquelle nous avons affaire, non seulement parce qu'ils nous aident à avoir une exigence, de nous tenir, de réfléchir, de contenir, d'élaborer, mais aussi du point de vue du sens, hein, d'arriver à construire pour eux. Voilà, c'est pourquoi je voulais t'appeler. Merci beaucoup. Justement, alors peut-être comme Thibaut doit partir à 20h parce qu'il vit et travaille à Reims, peut-être on pourrait déjà, si vous aviez des questions, voilà. Oui. Super. Quid des moyens de médiation pour l'enfant, par exemple les supports de jeu, de dessin, pour aider à verbaliser? Il faut laisser à disposition, enfin moi dans mon cabinet par exemple, j'ai à disposition évidemment du papier, de la pâte à modeler, des jeux, et on va travailler avec ça entre guillemets. Quelquefois, il s'agit de commencer à jouer, simplement. Et c'est pendant qu'on joue que des choses vont pouvoir se dire, comme quelquefois c'est en faisant la cuisine que tout à coup, notre enfant va nous dire un truc énorme. Voilà, il faut effectivement, c'est bien de ne pas se focaliser sur le problème, pourquoi on se voit, mais de commencer par jouer, qui est la langue des enfants, par exemple. Mais je suis tout à fait d'accord. Et le dessin, quelquefois, va être une voie d'expression et d'échange, de lecture. Le commentaire du dessin, l'histoire qu'on peut construire à partir du dessin, va être quelque chose de précieux. Peut-être moins pour dire l'objet du secret ou nommer ce qui ne va pas, etc., que pour vivre des choses qui sont présentes de façon plus ou moins inconsciente, qui font partie des actualités de l'enfant. Quelquefois, il va donner figure dans ses dessins de ce qui le préoccupe, qu'il ne sait pas nécessairement, mais qui va se retrouver présent. Sur les dessins d'enfants, ce qui est très important à mon avis, c'est vraiment de ce qu'il en dit. Voilà, c'est tout. Les enfants, les enfants, ils dessinent, ils jouent, etc. Et je trouve que le tort qu'on peut avoir, c'est d'aller y mettre nos fantasmes, imaginer, suggérer. Il fait du sang, il fait ci, et c'est tout nu. Alors que ce qui compte, c'est ce qu'il peut en dire. Tiens, moi, en consultation, alors tout est secret, hein, mais un enfant qui fait un dessin, quel qu'il soit, je me contente de ce qu'il en dit. Et même s'il dit un mot et qu'il dénie tout le reste, je lui dis mais ça, donc allez hop. Et puis peu à peu, comme ça, il vient à son rythme en fait. Mais il faut faire attention de ne pas être
projectif. Sinon, ben, il se perd lui aussi. Juste par rapport au dessin, je voulais dire que souvent il y a un outil qui marche très bien avec les enfants quand ils sont un petit peu inhibés. C'est une fois qu'ils ont fait leur dessin et qu'ils n'arrivent pas à en dire grand-chose, c'est de leur demander au conditionnel, et qu'est-ce qui pourrait arriver à ce personnage, et qu'est-ce qu'il pourrait faire, et où est-ce qu'il pourrait habiter. Et moi j'avais écouté beaucoup Gisela Pankov, pour ceux qui connaissent, qui travaillait beaucoup avec soit la pâte à modeler, soit le dessin, avec toujours des questions au conditionnel qui ouvrent, dont l'enfant s'empare ou s'empare pas, suivant voilà, ce qu'il décide. Mais disons que ça peut aider un enfant qui est dans l'inhibition à pouvoir développer un petit peu et faire apparaître des choses. Et en fait, ça marche pas mal. Alors, puisque j'ai le micro, le bon me dit de parler, j'avais pas prévu de faire un exposé, parce que moi non plus, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Aurélia. On peut pas, et malheureusement, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de mode d'emploi sur le rapport aux enfants qui vivent ces guerres, en plus cette guerre. En plus, je trouve qu'on est dans une situation particulière, on n'est pas dans un après-guerre, on est encore dans la guerre. Donc quand je suis au téléphone, je suis très souvent au téléphone avec des psychologues en Israël, toute la question c'est que c'est pas fini. Donc on ne peut pas commencer à reprendre la vie, enfin à Tel Aviv, bon jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'attaques de missiles, donc je pense qu'aujourd'hui ça a été assez perturbé. Mais sinon, ce qu'il me disait, c'est que malgré tout, ils s'efforçaient beaucoup les parents de reprendre une routine. Alors même s'il y a école un jour sur deux, parce que les mamades, il n'y a pas assez de place pour tous les élèves, il y a quand même un espèce de retour dans le centre, en tout cas, les parents se battent pour que la routine se réinstalle. Mais c'est pas fini, mais on est encore en pleine guerre et c'est ça qui est extrêmement difficile pour sécuriser aussi des enfants. Alors, moi je peux parler de ma pratique. J'étais pédopsychiatre dans un service hospitalier, dans une consultation hospitalière pendant 37 ans, en Seine-Saint-Denis. Donc j'ai pas rencontré des enfants de cette guerre-là. J'ai rencontré des enfants africains qui revenaient de pays en guerre et qui avaient vu des morts régulièrement dans la rue. J'ai aussi rencontré, je donnerai un exemple, une petite fille qui a vu son père tuer son frère, donc des moments quand même extrêmement difficiles. Je pense que quand on reçoit un enfant, on ne sait pas d'abord s'il va parler de ce qui le traverse, ensuite avec quels mots, et c'est pour ça qu'on ne peut pas prévoir. Moi je me mets en place d'écoute pour voir avec quels mots, s'il peut parler, il va parler. Un enfant, ça utilise les mots de la famille, la circulation de pensée de la famille, du discours familial. De toute manière, souvent j'ai vu les parents avant ou après. Bon, souvent je donne le choix à un enfant. Quand il arrive en consultation, à partir de 4-5 ans, je peux lui demander: est-ce que tu veux venir tout seul toi maintenant, ou est-ce que tu veux venir avec tes parents d'abord? Et il y a des enfants qui disent: moi je viens tout seul, et qui arrivent à 5 ans tout seul dans le bureau. Hein. C'est important parce que c'est déjà prendre une position de sujet. Et ça augure déjà que ça peut être intéressant de ce côté-là. En même temps, par rapport au trauma comme ça, violent, comme les deux exemples que j'ai dit, à savoir les enfants africains ou cette petite fille, ou même d'autres enfants qui ont vécu des traumas moins violents, mais qui ont fait trauma pour eux, parce qu'au fond, le trauma, c'est quoi? C'est quelque chose d'une augmentation d'excitation la radioactivité, c'est une bonne métaphore, qui traverse le corps et qui nous laisse complètement dépourvus. Et je pense que la place que moi, en tout cas, j'essaie d'avoir, c'est de permettre à un enfant, et ça prend le temps que ça prend, de construire un récit. Parce que finalement, quand ils arrivent, il y a quelque chose d'une horreur, d'un réel qui les a traversés. Et s'ils arrivent avec moi ou avec la personne qui les reçoit à un petit peu construire un récit, ça borde cette horreur. Et ça prouve aussi qu'il y a quelqu'un qui est capable de le supporter, de l'entendre et de le recevoir et d'être là, parce qu'on ne voit pas qu'une fois. Enfin, pour moi, il y a vraiment le début d'un travail. Il faut lui donner le temps de nous revoir et de pouvoir continuer à élaborer autour de ce qui lui est arrivé et de ce récit qu'il commence à construire. Ça ne se fait pas toujours si facilement que ça, mais c'est quand même lui donner la possibilité d'articuler en mots quelque chose de l'indicible, en fait, hein, de l'innommable. Alors, il y a évidemment en parallèle ce que tout le monde a repris, le travail avec les parents. C'est sûr que les parents, ils sont là pour border, pour accueillir, protéger l'enfant. Alors moi, je ne serais pas tout à fait d'accord. Je pense que quand un enfant
nous voit déborder, moi je lui donne une explication extrêmement édulcorée, mais je ne laisse pas sur une énigme. Je ne dis pas il y a quelque chose qui s'est passé, je t'en parlerai plus tard, ça moi je ne suis pas du tout dans cette position. Je suis plutôt à lui donner une version très édulcorée pour apaiser. Si je le laisse sur je te dirai plus tard, il ne lâche pas. Enfin, ça je parle dans le domaine familial. Hein. Il ne me lâche pas, hein. Enfin, je veux dire, et il s'angoisse, et il se demande ce qui peut se passer, et il l'invente avec son imaginaire à lui, et à mon avis, ça va pas l'aider, quoi. Voilà. Bon, de la même manière, je pense que ce qui va être intéressant, c'est vos questions. C'est sûr qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas parler, donc ça prend du temps. Il y a les dessins, il y a la pâte à modeler, il y a les jeux, il y a supporter qui ne disent rien pendant un certain nombre de séances, mais lui assurer qu'on est quand même là pour recevoir ce qui est compliqué pour lui pour l'instant. Il y a des enfants qui ont envie de raconter le trauma, d'autres pas du tout. Il faut aussi prendre le temps. Il y a vraiment une variabilité de la clinique qui m'interdit de donner un protocole. Mais disons que le dénominateur commun, c'est moi je suis là pour toi et pour te donner l'opportunité de dire ou de mettre en image, si c'est par l'image que ça va se passer. Je trouve que c'est un peu l'accueil du trauma, ce qui est l'accueil de l'hallucination. On ne sait pas assez que beaucoup d'enfants, mais des enfants malades, mais quand même ont des hallucinations. Et quand en fait je demande, alors ça rejoint moi il m'arrive de demander à un enfant si quand même de temps en temps il n'entend pas une voix dans sa tête qui lui parle. Et pour les enfants qui entendent des voix, eh ben, c'est très important pour la première fois, ils n'osent jamais le dire à leurs parents, de dire, c'est vraiment exceptionnel qu'ils puissent le dire, de dire bah oui, et qu'ils puissent raconter les hallucinations. Et dans un certain nombre de cas, ça permet que l'hallucination disparaisse. Dans un certain nombre de cas, elle devient moins méchante, au lieu de dire fais des bêtises, elle peut devenir beaucoup plus sympa, et puis peu à peu disparaître. Il y a des cas où elle reste, mais c'est pas très grave, parce que du coup, il est plus seul avec l'hallucination et il y a quelque chose qui peut comme ça s'apaiser. Bah, voilà, ça me semble important. Si je me suis trompée, bah, ils me disent non, mais c'est pas très grave. Donc ça rejoint un petit peu devant les enfants qui parlent pas du tout. Quand parfois on ose dire quelque chose, si c'est pas ça, lui demander mais est-ce que ça serait pas de ce côté-là et qui dit non, eh ben, c'est pas grave non plus d'avoir été vers une mauvaise direction. Alors, Catherine Maman. Bon, alors Catherine Maman est hypnothérapeute et psychothérapeute en hypnose, EFT et PNL. En hypnose, en fait, on est là pour être dans la solution. Il y a un problème, il y a une solution. Il y a effectivement les dessins, il y a la parole, et il y a ce qui se passe émotionnellement, c'est-à-dire ce que disait Thibaut, c'est ce qu'on ne voit pas forcément, qui est comme une blessure ouverte, mais à l'intérieur qu'on ne voit pas, et qui fait énormément souffrir. Et c'est très difficile à évaluer, à dire combien ça fait mal. Donc, en hypnose, en fait, on va travailler principalement sur ce qu'on appelle les métaphores, les symboles et les histoires. Puisque un enfant, il va comprendre le symbole, la métaphore et l'histoire. Et c'est la perception la meilleure au niveau de l'inconscient. Donc la question qu'on pose à mon niveau, ça va être, c'est comme si c'était comment à l'intérieur de toi. Donc grammaticalement, je suis d'accord, c'est pas top, mais c'est accessible pour un enfant. Et de là, il va nous expliquer métaphoriquement ce qui se passe en lui. Alors ça peut être par exemple, c'est comme un dragon qui crache du feu à l'intérieur de moi. Donc effectivement, ça image bien ce que ça peut représenter pour lui, la souffrance qu'il est en train de vivre. Et de là, on va le laisser dire, à partir de là, qu'est-ce qui se passe quand tu as un dragon qui crache du feu à l'intérieur de toi? Comment on fait quand il y a un dragon qui crache du feu à l'intérieur de toi? Et l'enfant va élaborer sa solution sur la métaphore et le symbole. Alors ça se passe en verbalisation, mais aussi en hypnose, c'est-à-dire qu'on peut effectivement très facilement faire entrer un enfant dans cet état hypnotique qui l'a naturellement, comme chacun d'entre nous, mais beaucoup plus facilement pour un enfant qui est très souvent, comme on dit, dans la lune ou perché. Voilà. On peut travailler avec un autre outil qui s'appelle l'EFT, qui est un outil qui a été beaucoup utilisé aussi dans les zones de guerre et traumatiques. Ça s'appelle Emotional Freedom Technique, qui est basé sur de la stimulation de points d'acupuncture sur le corps et la répétition de phrases
un peu comme le MDR, où là, on va laisser les émotions s'exprimer pour pouvoir les évacuer. Là où je vous rejoins, c'est que pour moi, la parole de l'adulte est fondamentale, c'est-à-dire que quand l'adulte est en souffrance émotionnelle, l'enfant est aussi en souffrance émotionnelle, et qu'il est important de poser des mots, c'est-à-dire que même si l'adulte souffre, il va, je suis d'accord, édulcorer la réponse, mais il va en formuler une pour éviter que l'enfant fantasme et souvent perçoive le pire dans son imaginaire. Donc souvent, effectivement, ça passe par la parole de l'adulte, le réconfort de l'adulte, et puis le réconfort de l'enfant qui va être vraiment très en réaction à la posture de l'adulte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on est tous très atteints évidemment par ce qui se passe et qu'on a beaucoup de mal nous-mêmes à avoir du recul sur la situation et que les enfants n'ont pas cette capacité cognitive d'avoir du recul. Donc c'est évidemment encore beaucoup plus difficile pour eux que pour nous adultes. Je suis effectivement tout à fait d'accord sur le fait que la parole doit être encadrée, écoutée, et qu'il faut qu'il y ait un cadre de confiance qui soit posé pour que l'enfant puisse se sentir vraiment dans une sécurité affective au moment où il va poser les choses. Vladi Maman, qui est psychiatre et psychanalyste et aussi fait partie aussi de Chibolette. Mais tu peux dire un peu plus sur ton activité, si tu veux. Bonsoir. Oui, effectivement, je suis psychiatre et psychanalyste et je suis pédopsychiatre, c'est-à-dire que je reçois beaucoup d'enfants et je travaille dans un centre pour enfants à côté de mon cabinet où je vois des gens de tous âges. Alors, il y a beaucoup de choses importantes qui ont été dites et on ne va pas se répéter. Je pense qu'effectivement, les questions nous permettront d'aller un peu plus loin dans les sujets, mais moi, j'ai abordé cette conférence plutôt comme parent, en fait, en me disant quelles difficultés j'ai, moi, à répondre à mes filles quand elles me demandent mais qu'est-ce qui se passe. Et là, j'ai entendu comment on vous présente techniquement comment on reçoit les enfants des autres. Hein. J'ai un copain qui me dit t'es spécialiste en enfants des autres, surtout avant que j'ai des enfants, il me disait t'es spécialiste en enfants des autres. Alors il faut quand même, parce que la parole, en réalité, elle est toujours 1 milliard de fois plus facile pour l'enfant, pas toujours il y a des choses qui en seront sorties, mais vers ses proches et ses parents, c'est-à-dire qu'elle vient naturellement. Alors évidemment, il y a des choses qu'on ne dira jamais devant les parents, et là il faut un thérapeute, il faut quelqu'un pour pouvoir sortir l'enfant du cadre dans lequel il ne peut pas dire des choses, notamment, par exemple, si les parents sont angoissés, ou très angoissés, alors l'enfant va taire ce qui l'inquiète, et là c'est extrêmement important de lui trouver une issue à cette parole, c'est-à-dire de dire bon, on va voir le psy, on va faire quelque chose, ou on peut en parler avec quelqu'un d'autre de la famille, par exemple, un grand frère, une grande sœur. Il y a effectivement, mais je veux dire que la parole la plus naturelle qui vient à un enfant, c'est celle qu'il adresse à son père ou à sa mère. À sa mère peut-être quand il a peur plus, ou à son père, ça dépend des rapports qu'il a avec eux, mais on s'en fiche. C'est la parole des parents. Et cette parole des parents, elle tombe effectivement sur des parents eux-mêmes, souvent inquiets. Alors, moi, je n'ai pas d'expérience de la guerre au sens propre du mot. J'ai fait l'accueil avec la CUMP, la cellule d'urgence médico-psychologique des premiers avions qui sont rentrés de Tel Aviv. Mais on était tellement dans l'événement qu'on n'était même plus... On était dans la première sidération. J'ai eu quelques échanges téléphoniques avec des enfants francophones d'Israël qui ne parlaient pas si bien que ça français, donc on les a réadressés à des psychiatres ou des psychologues qui s'occupent d'enfants qui parlaient hébreu. Et j'ai reçu dans cet accueil des avions, on a reçu aussi des enfants, on recevait les familles, et puis les enfants, le temps que les bagages arrivent, etc., on se mettait à table avec eux, ils pouvaient dessiner, dire des choses, et il y avait des choses assez intéressantes. Alors, ce que j'ai pensé qui était intéressant, c'était les questions qui reviennent tout le temps, qu'on va probablement aborder à travers vos questions, mais qui est comment on en parle, comment on aborde le sujet. Alors évidemment, le psy, il sait faire dans son cabinet, il va mettre la pâte à modeler, les dessins, toutes les médiations possibles pour que la parole de l'enfant vienne naturellement, qu'on n'aille pas lui tirer les verres du nez. Mais c'est la même question pour les parents. Comment on aborde ces questions? Et d'ailleurs, dans le cabinet du pédopsychiatre, on dit, ben voilà, il y a eu un drame à l'école, il y a eu un attouchement sexuel sur un enfant. Comment on dit ça à l'enfant? De toute manière, la question est toujours la même. Comment on peut parler aux enfants des sujets dont on pense qu'ils les préoccupent? Eh bien, la première réponse, tout le monde l'a dit, c'est d'abord d'écouter ce qu'ils disent. Le meilleur moment pour parler à un enfant de ce qui le préoccupe, c'est quand il en parle.
quand il en parle, la réponse des parents généralement, mais même moi en tant que parent, c'est que quand le sujet est dérangeant ou tendu, on a tendance à clore, à répondre de manière péremptoire, c'est-à-dire on ferme le sujet. Oui, mais écoute, ça c'est des choses très importantes, on en discutera, mais on en discutera, ça veut dire je vais prendre rendez-vous moi dans mon emploi du temps pour te parler d'un truc que toi tu es en train de me dire maintenant alors qu'il te faut un effort terrible d'enfant pour aborder cette question. Donc le meilleur moment, c'est le moment où l'enfant en dit quelque chose. Et là, quoi que vous fassiez, s'il y a quelque chose de dramatique, d'important, d'une guerre ou de choses comme ça, ou ce qui se passe en ce moment, parce que c'est ça notre actualité, évidemment que c'est à ce moment-là qu'il faut tout poser et dire « Ah ouais, tu trouves ?» Et bon, alors effectivement, la manière d'écouter un enfant, si vous commencez à poser des questions, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Bon, bah, il faut que vous tombiez sur le bon truc, sinon, et encore même si vous tombez dessus, pour vous faire plaisir et pour être un bon enfant, il vous suivra dans votre raisonnement. Donc, mes collègues de table l'ont dit, la première chose, c'est de lui demander comment il voit ça, lui, et surtout le laisser développer son raisonnement, c'est-à-dire la manière dont il comprend la chose, et à travers ce raisonnement, il va aussi nous apprendre comment il se défend de la chose. Par exemple, les enfants qu'on a vus israéliens qui arrivaient le 10, le 12, le 15 à Paris, qui avaient été dans cet Israël traumatisé, les parents les ramènent, il y a une mère française, un père israélien, ils viennent se mettre à l'abri, ils ne savent pas ce que va être la guerre. Et il y avait un petit garçon comme ça, bon c'est un exemple, mais il y a un petit garçon comme ça qui d'abord ne voulait pas répondre à nos questions, qui se tenait dans une attitude comme ça de force, et disait de toute manière, nous on est fort, on va les battre les terroristes, parce qu'Israël c'est un État fort, et nous on ne va pas se laisser faire par les terroristes. Donc lui il avait trouvé sa réponse, c'était on est fort, on ne va pas se laisser faire, on a une armée de Tsahal, ils sont très forts, ils vont battre les terroristes. Parfait, bon, mais tu as tout à fait raison, mais c'est vrai. D'ailleurs, je pense comme lui, enfin, j'ai le même moyen de défense que lui, moi aussi je pense ça, je pense qu'on est fort, on va y arriver. Donc, mais je veux dire par là que sa sœur, elle réagissait tout à fait différemment. Elle s'intéressait mais ça va rester comme ça après, les champs, les choses autour vont être... Oui, on va tout réparer, on va tout remettre en ordre. Elle avait un autre moyen, c'était de se demander, est-ce qu'après on va pouvoir réparer les choses? Et chacun d'eux trouvait déjà sa propre manière de s'appuyer sur quelque chose pour tenir. Donc, la question qui s'adresse aux parents, au-delà de comment recevoir ce discours, c'est comment, quand, et il y a des moments où on est obligé de faire intrusion un peu chez l'enfant. Par exemple, en France en ce moment, moi c'est ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que l'antisémitisme nous paraît quand même violent, je pense que on est nombreux à le penser, et moi j'ai eu envie d'en dire quelque chose à mes filles qui sont à l'école publique pour les protéger. Sauf que, voilà, je me retrouvais dans la situation de venir poser un problème qui n'était pas sur la table. Donc j'ai attendu, j'ai écouté, j'ai tendu l'oreille, quand est-ce qu'elles vont en parler, et même au moment où elles en ont parlé, je ne savais pas jusqu'où je devais traduire mon inquiétude, qui est réelle. Bon, les filles ont 11 et 13 ans, donc c'est pas des toutes petites filles, mais c'est pas non plus des adultes. Donc, jusqu'où leur dire fais attention à ce que tu dis, ne discute pas de tout, ne va pas commencer à lancer le débat avec les copains à l'école, si ça commence à devenir... Et mets-toi en retrait, c'est pas grave si tu ne discutes pas cette fois-là. Bon, l'une m'a raconté que sa prof de français lui a dit que c'était une bêtise d'avoir créé l'État d'Israël, et que donc, bon, ces choses-là, c'est autre chose. Hein, c'est moins dangereux, c'est peut-être dangereux pour les idées, où on peut être indigné que l'éducation nationale puisse faire ça, mais c'est autre chose. Mais ce que je ne voulais pas, c'est qu'elle discute avec d'autres enfants et qu'elle commence à mettre en avant des arguments que des enfants vont raconter à leurs parents, qui vont faire boule de neige. On ne savait pas où on était ces premiers jours-là. Donc c'est plutôt à ces choses-là, vers ces choses-là que je me suis... c'est en me rappelant de cette position. Donc, vite fait, parce que je pense que tout le monde va argumenter autour de ça et qu'on va vous donner chacun ce qu'on pourrait dire. Ce qui me semble important à dire, c'est surtout quand il parle que c'est le moment d'en parler. Ensuite, il y a un autre moment où on peut en parler, c'est le moment où se manifeste quelque chose en eux, d'une angoisse, d'une peur, d'une crainte, qui paraît disproportionnée. Par exemple, le chien va faire un truc et tout à coup ils vont se mettre à hurler. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas proportionné. Donc on peut aller chercher un petit peu, mais ça t'a fait peur, ça te fait penser à quelque chose? Bon, on peut chercher un peu. Un autre moment important, c'est au moment où il se passe quelque chose, et là c'est la question énorme des écrans, du journal télévisé, de comment on vit chez nous. Je veux dire, je rentre chez moi, je mets i24 News ou je ne sais pas quelle chaîne,
Mes filles sont dans leur chambre, mais je ne suis pas sûr que tout est coupé, que c'est... Et puis, elles vont venir prendre un truc au frigidaire, ou je vais aller faire quelque chose et revenir. Disons que je fais attention, mais est-ce qu'on fait toujours attention? Et puis, est-ce qu'on va limiter les écrans qu'ils ont à l'école, avec Internet, avec les médias, avec leur téléphone portable qu'ils ont pour la plupart du temps dès qu'ils arrivent au collège ou un peu plus tard? Donc, le moment aussi où il faut peut-être se mêler de ça, c'est au moment où on entend quelque chose, un discours, ou une attitude qui nous paraît être, on va dire, déplacée, ou en tout cas qui pose problème pour nous. C'est-à-dire, c'est l'occasion de commenter quelque chose. Tu entends ce que dit cette personne, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que c'est quand même pas comme ça. En tout cas, moi, ce que j'en pense, c'est ça. Ou plutôt, bon, mais il dit les choses bizarrement, ce monsieur, parce qu'on peut aussi les penser comme ça. Donc, ne pas laisser s'installer quelque chose où l'enfant lui-même, qui serait dissocié de la manière dont on voit la chose, sans poser des mots pour donner à l'enfant une manière de se le représenter, qui est quand même, je dirais quand même que c'est quand même le choix des parents que de proposer des représentations à l'enfant. On passe notre vie à expliquer le monde aux enfants. En vérité, on explique le monde comme on le voit. Et on choisit bien notre manière de le dire. Et on veut bien que nos enfants fassent de la musique ou de l'art, parce qu'on trouve que l'art et la musique, c'est important. Et on vendra toujours cette chose, on en fera toujours la promotion. Donc ces moments où il se passe devant nous, où il rapporte des paroles de l'école, où il rapporte des actes ou des choses, où on voit quelque chose devant, ben ça aussi c'est un moment où on peut proposer cette discussion, ou mettre quelques mots dessus, sans forcément proposer une discussion, mais clarifier quelque chose dont on sait que c'est en lien avec ce truc que tout le monde a dans la tête en ce moment. Et ça peut donner à l'enfant, sans rentrer dans une discussion profonde, juste un outil pour comprendre quelque chose de cette situation qu'il pourra utiliser dans sa tête. Ils savent faire, il n'y a pas de problème. Le moment où on est, nous, inquiets ou angoissés, là, j'ai entendu les réponses et je pense que ça dépend de celle-ci. Le moment où on est inquiet ou angoissé nous-mêmes, de toute manière, il faut savoir que les enfants perçoivent, là, c'est quelque chose vraiment que je dis aux parents en général, et particulièrement dans ces moments-là, vous ne pouvez pas cacher vos angoisses à vos enfants. Vous pouvez ne pas en parler, mais ça revient à laisser quelque chose de douloureux, de bizarre, sans mots. Mais des enfants, ils sont connectés avec leurs parents, leur monde, leur terrain de jeu habituel, leur monde, leur univers, c'est leurs parents. Si quelque chose est tendu, ils le savent avant vous peut-être, comme les enfants qui se mettent à refaire pipi au lit alors que leur mère est enceinte, alors qu'elle ne sait même pas elle-même qu'elle est enceinte. C'est-à-dire qu'ils sont connectés avec vous. Donc, j'ai une patiente qui me disait la semaine dernière, mardi, non, cette semaine, la semaine dernière, mardi, elle me disait, elle a son fils au téléphone pendant que je suis en séance avec elle. Et elle dit à son fils, il y a le livreur qui vient, ok, elle me dit, excusez-moi, il y a le livreur, je suis inquiète. Donc le livreur, c'est le Uber, le machin, on a tous peur qu'il y ait un terroriste derrière. Est-ce qu'on a raison d'avoir peur? Dans le 93, il y a des enfants qui s'amusent à sonner aux portes en disant, il y a un colis pour vous. Je les porte avec des mezuzahs, bien sûr, des petits-enfants de banlieue. Donc, et qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, bon, tu as pris quelque chose. Alors moi, j'assiste à la scène, je ne vais pas lui dire non, parce qu'elle est angoissée, machin. Tu as pris quelque chose? Alors quand je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire, tu as pris quelque chose? Elle lui dit, un couteau. Son gamin a 14 ans. Et donc, elle lui dit, tu mets un couteau à côté de la porte quand tu ouvres le livreur. Donc, mais oui, oulala, et pourtant, c'est une femme intelligente que je connais, que je suis depuis longtemps. J'ai été très surpris, mais donc, elle ne dit pas à son enfant qu'elle est inquiète, elle me dit, non, je ne montre pas mon angoisse. Par contre, elle me dit, prends un couteau quand il y a quelqu'un qui vient à la maison. Donc, si vous voulez. Donc, gérons nos propres angoisses, et puis, assumons nos angoisses. Ah oui, ça fait peur. Ben oui, ça fait peur. Mais enfin, heureusement, ici, et on peut quand même le dire à nos enfants. Alors, c'est vrai que j'ai le problème, comme vous, de ne pas savoir jusqu'où c'est vraiment dangereux. Parce que c'est vraiment dangereux quand même. Je veux dire, il faut faire gaffe quand même aux livreurs. Enfin, en tout cas, moi, je fais gaffe quand même. Donc, il n'y a pas de réponse absolue. Mais on peut dire quand même que dans la réalité, il y a très peu de chances que quelque chose comme ça arrive. Et est-ce qu'avec un couteau d'un enfant de 14 ans, on va arriver à arrêter un drame? Donc, il vaut mieux peut-être dire, ce qui est vrai, c'est qu'on est largement protégé ici, et que ces choses sont très rares, qu'on en fait tout un bruit, mais que par rapport au nombre de gens qu'il y a, et par rapport au nombre de
gens que nous sommes, c'est très 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 rare et ça peut il y a très peu de chances que ça nous arrive et qu'on fait très attention et qu'on surveille et qu'on regarde à qui on ouvre la porte. Ne t'inquiète pas, on fait tout ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas. Et je pense que la marge de ça peut quand même arriver, suivant l'âge de l'enfant, à un adolescent on lui dira ça peut quand même arriver, reste vigilant, et à un petit enfant on dira t'inquiète pas, on est là et on te protège et ça suffira. Bon voilà. Ensuite, comment, donc on a dit, c'est en écoutant d'abord ces choses et cette manière qu'il fait. Et aussi une autre chose que je vais rajouter, puis après j'arrête parce qu'on n'a pas pris beaucoup de temps chacun, et je pense que c'est mieux d'écouter vos questions, c'est de dire qu'on peut ne pas savoir. Donc, mais maman, ça va s'arrêter quand? Je ne sais pas. Et maman, on est vraiment en danger? Non, nous on te protège, etc. Mais t'as peur? Oui, je suis inquiète, il y a une guerre, il y a du monde, il y a des gens, c'est très dur, il y a des gens qui peuvent, là-bas, il y a des gens qui peuvent mourir. Après, on n'a pas parlé encore de la famille. Parce que peut-être que vous, comme moi, avez le petit-neveu, la petite-nièce qui est au front, qui est à Gaza, qui est dans le sud, dans le nord, qui va être appelé, qui n'est pas appelé. Donc il y a tout ça aussi qui est... Mais qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas. Mais nous, on est, en tout cas, on essaie de faire au mieux, on défend des choses qui sont nos valeurs, qui sont notre pays, et c'est comme ça. Et je dirais, pour finir juste cette petite... si j'ai rien oublié d'essentiel, je ne crois pas, puis on verra, c'est que quand même, des enfants qui ont vécu des guerres, c'est le cas de toute l'humanité jusqu'à une ou deux générations avant nous. C'est-à-dire que ça fait partie de l'humanité aussi. Voilà, ça fait partie de l'humanité aussi. Donc, il y a quand même quelque chose où les enfants sont capables de comprendre ce qui est. Ils ont moins de problèmes que nous à affronter la réalité. Simplement, il faut qu'ils puissent l'archiver d'une manière qui leur serve à quelque chose, sur quoi ils puissent s'appuyer. Le traumatisme, on l'a dit tout à l'heure, de plusieurs manières différentes, c'est essentiellement de vivre quelque chose à quoi on n'est pas préparé psychiquement. La différence entre quelqu'un qui vous tape sur l'épaule, vous savez qu'il y a du monde derrière vous, et quelqu'un qui vous tape sur l'épaule, vous croyez que vous êtes seul, c'est comme ça que vous pouvez savoir parce que c'est un traumatisme. C'est que la différence des deux, c'est que vous allez hurler de peur parce que vous n'avez pas du tout idée que ça peut arriver. Donc, il y a aussi des mots qu'on peut dire qui préparent un peu, qui disent un peu le contexte, pour que ce soit moins une irruption fracassante dans le psychisme. Voilà, le reste, je ne sais plus, mais je pense que voilà. Moi, je rebondis sur une autre question que je trouve, mais qui se pose aux parents en France. Là, dans votre exposé, vous avez raconté que votre fille avait été confrontée à une enseignante qui disait qu'il aurait mieux valu ne pas créer Israël. Moi, j'entends, par exemple, au lycée Voltaire, une enseignante arriver en classe en disant, vous savez qu'il y a un génocide en ce moment, 7 enfants d'origine arabe et 2 enfants juifs. Une des filles juives a le courage de dire de quel génocide vous parlez, et à ce moment-là, la professeure dit des Gazaouis, bien entendu. Bon, c'est maintenant des trucs qui m'arrivent quand même très souvent. Alors les parents, ils ont très peur. Ils se disent, est-ce qu'on va voir le proviseur? Est-ce que ça va pas retomber sur mon enfant? Moi, j'ai pas de réponse là, hein, mais je pense que c'est une question qu'il faut qu'on se pose, parce que finalement, je pense que ça dévalorise la force des parents de ne pas pouvoir réagir à ce genre de questions. Et c'est très difficile en même temps. Donc, je n'ai pas de réponse, mais il faudrait la poser avec tous ceux qui le vivent. Ça s'est passé à la fac, à Assas. Moi, j'ai eu le cas d'une étudiante de la fac d'Assas, dont le prof a été d'une violence extrême, en disant, même en prenant métaphoriquement auprès de ses élèves quand ils rendaient les copies, en leur disant ça mériterait une bombe comme ce que fait Israël sur votre tête. Ce genre de métaphore. Et là, effectivement, les étudiants juifs ont porté plainte auprès de directement le ministre Attal, qui a répondu et qui a mis à pied, qui a demandé de mettre à pied cet enseignant. Donc ça s'est fait, mais très rapidement. Donc je rebondis là-dessus. Je peux dire un mot de cette réponse. Pour cette question précisément, c'était moins grave ce que j'ai raconté, mais on a pris le parti avec la mère de mes filles d'aller voir la directrice, de l'appeler, d'interpeller, justement pour soutenir notre parole auprès de notre enfant, c'est-à-dire appeler l'institution à sa place. C'est-à-dire, ta prof n'est pas
L'éducation nationale, elle n'est pas l'école, elle est elle-même, et elle a une direction, elle a un directeur. On va demander au directeur, à la directrice de l'école, du collège, hein, c'est à Levallois, donc normalement on n'est pas non plus on n'est pas la fac de Jussieu, mais quand même, donc quand même. Et la directrice a répondu, oui, il faut voir dans quel contexte elle a dit ça, etc., etc. Donc l'école n'a pas été tranchante pour dire c'est pas possible de dire ça, mais nos enfants ont vu leurs parents s'adresser à l'institution et demander à l'institution de trancher. Je pense que c'est pas grave l'institution ce qu'elle répond, mais nous, en tant que parents, faire le mouvement d'aller dire, bien moi je demande des comptes à l'institution, la loi pour eux c'est nous d'abord. C'est nous la loi, c'est pas l'école, c'est pas le discours de toute une école, de tous les copains, de qui vous voulez, c'est rien par rapport au discours des parents. Ce qui structure l'enfant, c'est le discours des parents. Si les parents disent c'est pas normal et on va aller le dire à l'école, ça y est, l'enfant il sait de quel côté il doit être. En tout cas, il sait où se situent ses parents et il peut retrouver sa place dans cette manière-là. Je pense que ça le rassure quand même de savoir qu'il y a une action qui est menée, qui va au bout, parce que ça veut dire que la loi, elle est applicable et elle est appliquée et valable pour tout le monde et qui sont des citoyens comme les autres. Bien, merci. Alors voilà, maintenant j'aimerais bien que vous nous fassiez part de vos observations, de vos questionnements. C'est vrai qu'à la maison, on explique à nos enfants que, à la maison, ils sont en sécurité, qu'ils n'ont pas de... Mais en réalité, moi, je fermais pas ma porte avant. Maintenant, je ferme ma porte. Je fermais pas les volets le soir, je fermais juste les rideaux et ça suffisait. Et je trouve que tout ça... Pardon, excusez-moi, c'est parler d'entourage. Je sais pas, il y a quelque chose qui me... Enfin, bref, tout ça, c'est vrai. Tout ça pour dire que, si vous voulez, j'ai du mal à expliquer à mes enfants « T'inquiète pas, t'es en sécurité à la maison, mais... Oui, mais je ferme la porte. Je le faisais pas. Mais oui, mais... Je sais, mais en fait, j'avais pas ces réflexes-là. Bien sûr. Et du coup, je trouve que c'est difficile d'expliquer ça aux enfants en ce moment, de trouver les mots justes, parce qu'en fait, nous-mêmes, on les a pas. Oh, si, vous les avez sûrement. Vous pouvez dire, par exemple, à votre enfant qu'il n'y a pas tant de danger que ça, mais ça fait peur. Comme lui, ça fait peur. C'est pas parce que... On peut avoir peur de choses qui ne sont pas dangereuses ou qui ne sont pas... La peur n'est pas proportionnelle au danger, on n'est pas des robots. Ça veut dire que oui, j'ai entendu tout ça, c'est impressionnant. Hein. Bah écoute, on va peut-être fermer la... Il va rien arriver dans la réalité, t'inquiète pas. Mais pourquoi tu fermes la porte, maman? Parce que tout ça, ça fait peur quand même. C'est autre chose. Voilà, je veux dire qu'on n'est pas obligé d'être cohérent et d'être un ordinateur qui répond. On peut répondre avec nos propres émotions, bien sûr. Et je pense d'ailleurs que fermer la porte ne change pas grand-chose au problème. Et que donc, effectivement, on ne fait que se soigner de notre petite peur d'enfant nous-mêmes. Bonjour, j'ai des petits-enfants qui vivent à Paris et des petits-enfants qui vivent en Israël. Et en fait, je trouve que mes petits-enfants, alors est-ce que c'est les parents qui les rendent comme ça, ont l'air bien plus solides. Et on n'arrête pas de me dire, mais maman, enfin, ils ont l'habitude, ce qui est quand même une drôle de phrase, alors que ceux de Paris sont des trouillards finis. Et je n'explique pas ça, mais c'est vraiment ça qui se passe. Je ne sais pas si ça m'étonne pas trop parce que moi hier je parlais avec une psychologue israélienne et elle me parlait de ses enfants. Elle me disait que son fils de 11 ans, si jamais il n'y avait personne à la maison et qu'il y avait des missiles, il savait très bien prendre tout seul sa sœur de 8 ans et l'amener au Bamad. Et il y a quand même une espèce de... Enfin moi je trouve dans la société israélienne et chez les parents israéliens quelque chose de décidé, de vraiment cadrer l'angoisse, de vraiment parler les choses en disant, ce qu'elle me disait d'ailleurs, en disant pas les choses de manière édulcorée, mais en disant, mais en montrant qu'au moment où ils disaient qu'eux étaient absolument sereins par rapport à ça. Et en même temps, ce que je disais tout à l'heure, tous me parlent de réintégrer la routine. Ça vraiment, c'est quelque chose d'essentiel. Et j'ai l'impression qu'ici, on imagine le danger plus qu'on ne le vit, et du coup l'imaginaire enfle encore plus que la réalité, qui est pourtant très difficile en Israël. Hein. Je pense qu'effectivement, ce qu'on parlait du fantasme et de l'imaginaire, quand on n'est pas dans les lieux, comme pour nous adultes, on imagine, on fantasme parce qu'on ne connaît pas. Et le fait de ne pas connaître, c'est très angoissant. Je vous donne un exemple qui n'est pas lié directement à la guerre. Une jeune patiente de 14 ans que je reçois, dont le papa a fait un arrêt cardiaque, il s'en est remis, et elle n'était pas présente pendant le moment de son arrêt cardiaque. C'était sa mère qui était là.
Et elle me raconte qu'elle a toutes les images en tête. C'est comme si, encore une fois avec le comme si, c'est comme si j'étais là et j'ai vu que les pompiers sont arrivés. Elle me parle au présent avec toutes les images qu'elle n'a pas vues. Donc, je pense que c'est ce qui se passe effectivement, et c'est ce qui fait qu'on ne maîtrise pas, alors que les enfants en Israël, on leur donne un outil, une maîtrise de comment ils doivent se comporter. Et donc, ils gèrent, c'est ce que vous disiez, leur sécurité à leur niveau à eux. En fait, moi aussi, j'ai entendu des mamans, et une il n'y a pas longtemps, et je vous en parlais, Muriel. Non, mais j'en parlais à Muriel. Et en fait, cette petite fille, elle avait 12 ans, et en fait, elle restait dans le mamad. Elle n'arrivait pas à en sortir de la pièce sécurisée. Donc, je pense que selon les familles et selon les enfants, on ne réagit pas tous de la même façon, comme je disais, selon nos histoires, selon la période à laquelle on a fait aussi notre alia, si elle est habituée aux requêtes, il y a plein de facteurs qui font aussi que certains enfants sont terrorisés en Israël et restent dans les mamades. Et cette petite, elle a 12 ans, donc elle est pas si petite en fait. Mais cette histoire, quand vous m'en avez parlé effectivement, vous me disiez que cette maman, elle a une petite fille qui reste dans le mamad, et elle a un fils qui est à l'armée et qui est à Gaza. Et moi, ce que je pensais, c'est que, je la connais pas, et encore une fois, on ne peut pas travailler si on n'écoute pas les gens, mais c'était très important de repérer que la mère devait être super angoissée pour son fils qui est à Gaza, parce qu'il n'y a rien de plus angoissant pour une mère, vraiment, c'est le summum. Et que peut-être la petite, il fallait lui dire qu'elle ne s'angoissait pas pour elle, la petite. Qu'effectivement, maman s'inquiète pour son fils, mais qu'elle, là où elle est, c'était dans le centre d'Israël, d'après mon souvenir, elle peut sortir du mamad parce qu'on y va quand il y a besoin, et puis quand il n'y a pas besoin, on n'y va pas. Il y a peut-être aussi à séparer l'angoisse pour le fils de l'angoisse, disons, quotidienne avec sa fille, quoi. Bien sûr, mais ce que je voulais dire, c'est que c'était des histoires singulières aussi. Oui. Tout le monde n'arrive pas... Je peux ajouter quelque chose dans le sens de ce que vous dites, qui est que les Israéliens, ils sont dans la guerre et ils ont des choses à faire. Et faire, c'est très très anxiolytique. Agir. D'ailleurs, vous avez vu le nombre de Français qui voulaient aller en Israël faire quoi, je ne sais pas, mais je veux aller faire quelque chose. Et on a tous eu envie de faire ça, et moi je pense que cette envie elle s'est calmée chez moi parce que j'ai pu faire des consultations par téléphone et me rendre utile. Mais j'ai vu autour de moi, tous mes amis qui ont cherché des prétextes pour aller aider Israël et pour faire quelque chose. Et mes petits-neveux et les enfants de mes cousins et cousines qui sont en Israël, ils ont déjà un emploi du temps de guerre. Ils ne vont pas à l'école, etc. Donc c'est signifié, c'est agi dans la réalité. Alors qu'ici, on dit, tout est normal, il n'y a rien de spécial, tu vas à l'école normalement, tu fais tout normalement, mais c'est quoi ce truc qui pèse sur nous? Alors pourquoi ils sont tous angoissés? Nous, c'est une guerre qui ne porte pas son nom. On est de loin pris dans une guerre, et au fond, rien ne change. Donc c'est que du fantasme, c'est que dans notre tête. Donc je pense que ça génère plus d'angoisse, et que devant la réalité, les enfants s'adaptent, là, ça sonne, il y a une alerte, qu'est-ce que je fais? Je descends, je vais au namad, je me mets dans le miktat ou dans le cheder milchama. Après, on y va. Ils sont actifs, ils sont maîtres de leur destin. Alors qu'ici, c'est une menace qui pèse. Et l'angoisse, c'est quoi? L'angoisse, c'est une peur sans objet. L'angoisse, elle est définie comme une menace qui pèse sur nous et on ne sait pas quoi. Donc, c'est-à-dire c'est une machine à fabriquer de l'angoisse pour les Juifs de France que de se sentir possiblement menacés, possiblement attaqués, alors qu'il ne se passe rien de réel et d'objectif. Il y a aussi un autre problème ici pour les jeunes, en tout cas un peu plus âgés, c'est que c'est une situation où tout d'un coup, les copains, même les adultes, il y en a plein qui ne comprennent plus et qui ne sont pas dans la même position que nous. Et c'est très difficile tout de même de devoir à ses amis qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas dans la réflexion sur Israël, sur le conflit au Moyen-Orient, tout d'un coup qui commencent à plus penser du tout comme nous, alors que d'habitude tout se passait bien. Et il y a cette espèce d'impression aussi de tout d'un coup de se séparer. Et c'est extrêmement douloureux, extrêmement anxiogène aussi, parce que ça inhibe, ça paralyse. Alors personnellement, j'ai quelque chose à dire sur l'angoisse. L'angoisse, elle est sans objet, mais elle est toujours justifiée. Et en fait, elle est toujours justifiée, l'angoisse.
mais on ne sait pas pourquoi. C'est l'imaginaire qui est au travail. Et ça, c'est à chacun d'entre nous d'essayer d'y voir clair. D'ailleurs, aujourd'hui, on prescrit beaucoup, hein, on rassure, c'est la tendance actuelle. Non, tu ne crains rien. Non. Écoutez, franchement, cette guerre, l'État d'Israël qui a attaqué tous les côtés comme ça, je veux dire, ça nous amène à nous poser des questions. Hein, quand même, quand même. Enfin, moi, je ne vais pas vous dire les questions que je me pose parce que c'est pas le sujet, mais ça nous amène, nous, juifs de France et d'ailleurs, à nous poser des questions importantes pour l'avenir et à nous poser des questions aussi sur pourquoi on en est arrivé là. Donc cette angoisse, elle n'est pas à minimiser, elle est justifiée. Elle est justifiée chez les enfants, elle est justifiée chez les parents, elle est justifiée de tous les côtés, mais seulement on ne sait pas. Il faut s'autoriser à aller chercher sur quoi elle repose en fait. Et moi je pense que ce genre de situation, vous voyez, votre petit bonhomme là qui dit on est fort, et ben c'est une situation qui fait qu'il faut faire un effort en fait. Et un effort de sublimation. Et tout à l'heure, je pensais, avant de venir, à Freud et Ferenczi, qui ont vécu la guerre. Hein, et j'ai parcouru la correspondance de Freud et Ferenczi de cette période-là, dont il parlait notre collègue. Et en fait, c'est intéressant de voir comment il s'efforçait de continuer à travailler pendant la guerre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que il me semble, mais je ne suis pas sûre, hein, mais il me semble que la guerre a permis à Ferenczi de découvrir plein de choses sur le traumatisme. Parce qu'il était en garnison à Papa, il me semble, il recevait plein de... Il était médecin de garnison, et en fait, il s'est intéressé au traumatisme, et c'est grâce à ça qu'il a eu plein de choses à élaborer sur le traumatisme. Et donc moi je pense que non seulement l'angoisse est justifiée, qu'on a à chercher pourquoi on est angoissé et qu'on a à sublimer. On a à sublimer. Moi je le pense. On doit arriver à faire mieux. Voilà. Bonsoir. Par rapport à mes petits-enfants, juste après l'attaque, quand ils sont retournés à l'école, je ne les ai pas revus depuis. Leur maman leur a dit à chacun, si on vous demande si vous êtes juif, vous direz que vous n'êtes pas juif. Et donc ça c'est en France. Hein. En France, à Boulogne. Et juste après l'attaque, elle était paniquée. Elle ne savait pas ce qui allait arriver, on ne savait pas trop où on allait, etc. Et moi, je vais les voir cette semaine, et j'ai bien peur que l'un des trois m'interpelle et me dise « Mamie, qu'est-ce que tu penses de ça ?» Et évidemment, je ne vais pas contredire les parents, parce qu'il ne faut pas, mais comment je peux édulcorer un peu cette chose-là? Qu'est-ce que lui il pense de ça? Parce que les enfants, ils ont un esprit critique, hein, ils sont malins. C'est pour ça qu'ils vont m'interpeller. Bien sûr, il y a un endroit où ils peuvent parler un peu librement, où ils peuvent dire qu'ils sont juifs. C'est ça. Mais oui, je pense que la clé, elle est de dire, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as choqué? Ah bon Et puis, ça emmène dans l'histoire des Juifs, quoi. L'antisémitisme, ça ne date pas d'hier. Ouais. Mais il y a eu tellement de Juifs qui ont dit qu'ils n'étaient pas Juifs. Ah bon? Non, ça parle aussi de la loi, parce que sa mère lui dit qu'il ne le dit pas. Je crois que effectivement, je rejoins ce qui vient d'être dit, mais il y a aussi une autre dimension qui est ma mère m'a dit de ne pas dire. Donc, cet enfant, il va voir la mère de sa mère et lui dit qu'est-ce que tu en penses? Ça veut dire, est-ce que tu pourrais me donner une autre loi ou discuter de la loi avec ma mère? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de ce qu'il pense, et c'est très important d'entendre ce qu'il en pense, mais il s'avère que quoi qu'il en pense, sa mère a donné un ordre. Et donc, vous pouvez effectivement parler avec cet enfant et lui dire, d'abord, lui demander ce qu'il en pense, lui dire ce que vous en pensez, et lui demander, est-ce que tu veux que j'en parle avec ta mère? Et c'est ça, ou peut-être qu'on en parle avec ta mère, c'est-à-dire, si vous avez un autre avis, lui, le rassurer sur le fait qu'on peut penser autrement, et si on veut être tout à fait, excusez-moi les grands-parents, si on veut être tout à fait rigoureux, on dira, c'est ta mère qui décide, mais je veux bien en parler avec elle, parce qu'effectivement, je comprends ta question.
Et voilà, qui peut aussi emmener sa mère à parler avec lui, et puis elle est souveraine, après tout. Mais c'est aussi la question de la loi, c'est-à-dire il s'adresse à vous aussi comme celle qui a fait la loi de celle qui lui fait la loi. Alors, bonsoir à tous. Moi, j'ai 2 petits-enfants qui ont 5 ans et 3 ans. Nous devions partir en Israël pour les vacances de la Toussaint, donc j'avais beaucoup préparé mes enfants. Alors, ça va être génial, on va faire ci, on va faire ça. Et le 7 au matin, je me suis réveillée, je leur ai dit, finalement, on va pas y aller. Et ils m'ont dit, mais pourquoi, maman? Et en fait, je ne pouvais pas leur dire, il y a la guerre. Eux, à cet âge, ils ne savent pas. Je dis, il y a des bagarres. Mais je ne sais pas à quel âge on dit, il y a la guerre. Je n'ai pas besoin de leur expliquer, je pense, pour le moment, et donner la réalité des choses. Mais quand même les prévenir que si parce que dans la cour d'école, il se passe beaucoup de choses. On aborde beaucoup de thèmes. Et je ne veux pas qu'un jour ou l'autre, ils ne se trouvent pas préparés à ce genre de... est-ce que tu es juif? Est-ce que tu es quoi, toi? Tu es arabe? Je veux qu'ils soient quand même préparés à ça, mais comment le faire? Qu'est-ce qu'il faut dire, en fait? Qu'est-ce qu'il faut employer? Je pense que ça va être un peu la même histoire. C'est-à-dire que chacun va se sentir, en fonction de son histoire aussi, prêt à exprimer les choses d'une certaine manière. Je pense que quand, effectivement, peut-être quelqu'un va dire « tu ne dis pas que tu es juif », j'ai vu, on a une petite réaction différente toutes les deux. Moi, je peux dire, par exemple, que ma mère, en tant qu'enfant caché, on lui a demandé, c'était une injonction, de ne pas dire qu'elle était juive. Et on peut effectivement comprendre que ça renvoie à quelque chose qui est de l'ordre d'une histoire transgénérationnelle. Je voudrais ajouter que la question que vous posez, elle a quand même deux axes intéressants qui sont, à mon avis, dont tout le monde peut profiter. C'est que vous dites quel âge, ça c'est une question qui revient tout le temps, et quels mots. Les mots, on a déjà commencé à répondre, mais les deux vont ensemble. D'abord, ce n'est pas un âge qui nous intéresse, c'est un niveau de maturité. Parce qu'il y a des enfants à 12 ans, ils vont vous parler de la guerre, il vaut mieux pas rentrer dans les détails. Il y a des enfants à 10 ans qui vont vous parler de la guerre, il vaut mieux rentrer dans les détails pour l'expliquer, pour répondre à ce qu'ils sont en train de construire et pour essayer de les aider à construire. Donc, on suit l'enfant là où il est. On le suit à son niveau, on va à son rythme, c'est-à-dire qu'on est dans le niveau de langage qu'il utilise lui-même. Quel âge? Je pense qu'il n'y en a pas, donc ça c'est réglé. Et la manière dont vous avez proposé votre réponse de dire il y a des bagarres, vous posez vous-même la limite, c'est-à-dire qu'il va arriver à l'école, mais on va lui parler de guerre à l'école. Et je dirais, c'était ça que je voulais dire en résumé, que vous pouvez choisir ce qui vous vient, vous pouvez faire confiance à votre intuition. Si vous vous trompez, vous pouvez vous rattraper autant que vous voulez. C'est votre enfant. S'il dit « Ah ben non, c'est pas possible, ça me fait peur ce que tu m'as dit », ben vous allez le dire autrement, trouver une autre manière de faire. Mais c'est toujours plus simple que vous puissiez essayer d'expliquer et de donner les outils. Vous, et l'enfant n'aura jamais peur de vous demander « mais pourquoi, mais comment » et de continuer une question derrière, que de le laisser affronter sans outils ce qui risque de lui arriver de l'extérieur et le mettre en difficulté. Alors, on n'est pas obligé d'aller au fond des choses et de tout dévaler, mais on peut quand même dire qu'il y a l'âge à partir duquel ils s'intéressent à un sujet, ben c'est l'âge à partir duquel on peut en discuter avec eux. Je dirais qu'il y a un âge avant lequel c'est pas la peine d'aller les embêter avec ça. On dit qu'avant 3 ans, un enfant, il n'a rien à faire devant une télévision, il n'a rien à faire avec des mots qu'il ne comprend pas. On ne va pas lui rentrer dans la tête des choses. Mais à partir de 4-5 ans, un enfant, il peut avoir saisi quelque chose qu'il a vu à la télé, qu'il a entendu à la radio, une discussion entre les parents. Donc il faut trouver les mots simples qui correspondent à son niveau de développement pour dire des choses simples. Il faut ramener ça à des choses simples. La bagarre, c'était une très bonne idée. La guerre, c'est une bagarre, finalement, c'est pas faux de le dire. Mais s'il est assez grand pour rencontrer à 7 ans des enfants à l'école qui vont parler de guerre, de génocide, de je sais pas quoi, qui vont commencer à sortir des mots qu'ils ont vus à la télé, c'est un peu léger, mais ça peut très bien aller, le côté bagarre, et ça a bien marché à mon avis. Il a 5 ans, il a pas 7 ans. Il y a 5 et 7 ans, elle a dit, non? Non, 3 et 5 ans. Ah, 5 et 3. Donc 5 et 3, c'est un niveau, le niveau bagarre, c'est super. Le niveau bagarre, c'est vraiment, c'est une représentation pour l'enfant. Je trouve que c'est une trouvaille intéressante. Ils doivent savoir ce que c'est la bagarre. Bah oui, qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que moi aussi, j'ai des petits-enfants qui sont maternels. Et justement, je trouvais qu'en maternelle, c'est pas tellement apparu dans la cour de récré. Il s'est passé des choses après? Et mon mari me dit à chaque fois, ne soulève pas le problème, il ne faut rien dire.
de se bagarrer avec votre mari. Moi, je peux dire que ma petite fille de 5 ans, elle est retournée à l'école, c'était il y a 15 jours, non, il y a 3 semaines, après la circoncision de son petit frère. Je me disais comment ça va se passer. Et elle a raconté à tout le monde la circoncision de son petit frère dans le 11e. Ça, c'est un traumatisme. Ben, ça s'est très bien passé. Non, la fête. C'est pas la même forme de bagarre, mais c'est très violent, hein, les enfants. C'est fort en bagarre, ça ne mesure pas, surtout entre frères et sœurs. Donc, moi, je pense qu'il faut voir où ils en sont, eux, de ce qu'ils pensent de la bagarre. Enfin, il faut toujours recontextualiser, et voilà. Mais en plus, la guerre, la bagarre, si c'est pas une pulsion infantile, je ne sais pas ce que c'est. Bonjour. Je suis la team Trouillard. Moi, je voulais juste savoir comment est-ce que je pouvais leur expliquer le contexte en France, du coup, avec les militaires, avec les sorties d'école qui ne sont plus des sorties d'école, mais des exfiltrations d'école. Voilà. Le contexte, oui, en école juive, pardon. Le contexte qui les entoure vraiment, qui est tellement anormal à nos yeux, nous qui avons connu une sortie normale et une école normale, sans flic devant, sans voilà. Comment est-ce qu'on peut leur expliquer ça sans forcément trop leur faire peur, mais juste qu'ils prennent conscience de ce qui est en train de se passer? Pardon? C'est pas sur le plan géopolitique, c'est une chose, mais surtout, on disait tout à l'heure que ça pouvait faire peur. Si ça peut faire peur, eh bien, dire qu'on est protégé, même si qu'il y a très peu de chances que ça arrive, et en plus, on est très bien protégé, donc tout le monde a conscience. C'est-à-dire que la force, elle rassure les enfants aussi. Elle ne fait pas que les inquiéter. Nous, ça nous inquiète parce que mais les enfants, ils prennent la réalité pour ce qu'elle est. Il n'y a aucun souci, tu n'as pas à t'inquiéter, on est parfaitement protégé, et on est même protégé au-delà de ce qui est nécessaire, parce qu'il ne risque pas de se passer grand-chose, quoique dans les écoles juives, on ne peut pas non plus dire qu'il ne va rien se passer, et ils font aussi des exercices pour les enfants, donc... Qui les angoissent tout autant. Qui les angoissent tout autant. Mais il ne faut pas confondre. Je voudrais redire un mot sur l'angoisse. L'angoisse est définie comme une peur sans objet. Elle a dit qu'il faut la prendre au sérieux, bien sûr. C'est donc une peur dont l'objet est inconscient. Pour le psychiatre, c'est une peur sans objet. « Oh, j'ai peur, je ne sais pas ce qui va m'arriver. » Et pour le psychanalyste, c'est une peur dont l'objet est inconscient et qui se déplace sur des faux objets réels après. Là, il ne s'agit pas d'angoisse, il s'agit de peur. La peur, elle est humaine et naturelle. Si vous avez un loup qui vous court après, vous ne direz pas que c'est angoissé. Vous direz « j'ai peur ». J'ai peur parce que je crains pour ma vie. Donc ces enfants, quand ils manifestent des peurs légitimes, on peut partager avec eux, on dit oui, ça fait un peu peur, toutes ces choses-là, mais en fait, finalement, tu sais, c'est pour nous protéger. D'ailleurs, il ne se passe rien, il y a tous ces gens-là qui, à chaque fois qu'il y a un petit peu des problèmes politiques, il y a plein de policiers qui vont dans des endroits, mais justement, c'est ça qui fait qu'il n'arrive pas grand-chose et que finalement, on est bien protégé. Mais sa peur, elle est légitime, c'est pas une angoisse, on ne va pas lui donner du Lexomil parce qu'il a peur d'être attaqué quand il y a un moment où il risque d'être attaqué. C'est naturel. Et votre peur à vous aussi, elle est naturelle. Simplement, l'angoisse, c'est quand, au-delà du risque réel, quelque chose interfère avec la vie psychique. C'est-à-dire que ça pèse. Je ne dors plus, je commence à tourner en rond autour de la maison pour vérifier s'il n'y a personne. Quand ça commence à troubler le comportement, le cours de la vie, alors ça devient un problème pathologique ou un problème en tout cas gênant que des psys peuvent aider à résoudre. Mais que des enfants s'inquiètent parce qu'ils voient des gens avec des mitraillettes devant l'école et parce qu'ils ont entendu à la télé qu'il y avait une guerre et qu'il y avait des antisémites qui pouvaient les attaquer, il faut remettre ça à sa place. Mais effectivement, comme l'école leur dit, il faut quand même être vigilant, il faut apprendre à faire si ça arrive. Et voilà, je pense qu'ils peuvent encaisser ça. Ils peuvent l'encaisser peut-être mieux que nous, c'est-à-dire plus clairement que nous, plus dans la réalité que nous. Donc, ne confondons pas ce qui est légitimement inquiétant et qui doit être accompagné et où la sécurité est une réponse à ce risque réel, léger, et une belle sécurité nous met à l'abri, de ce qui est de l'ordre de l'angoisse, qui est autre chose, qui déplace des problèmes intérieurs et des problèmes d'abandon. Freud dit, l'angoisse qui est cachée derrière tous nos symptômes, l'angoisse qui n'est autre que la peur, donc il veut dire que tous les symptômes névrotiques et psychotiques, il n'y a que de l'angoisse derrière, et il dit, je crois que c'est dans Inhibition, symptômes, angoisse, l'angoisse qui n'est autre que la peur d'être abandonné, de ne plus être aimé par la mère pour le bébé. Donc, ça veut dire qu'au fond, ce qui va angoisser un enfant, ce qui va l'inquiéter au-delà de ce qui est réellement inquiétant pour lui, c'est la peur de se retrouver tout seul face à ça et abandonné.
Donc la première des réassurances, c'est dire je suis là, je serai là, on est autour de toi, on est avec toi. Il y a la maîtresse, il y a l'école, et moi je viens te chercher. Tu n'auras pas à affronter ça seul, t'inquiète pas, nous sommes là et nous gérons. C'est ça qui est important. Et vous n'avez pas remarqué que parfois d'en faire trop, ça suscite l'angoisse? Mais le trop, il est l'expression de l'angoisse des parents et de l'école. Donc on devient, l'angoisse des adultes tombe sur l'enfant qui ne voit pas de réalité cohérente avec la peur des adultes et qui commence à imaginer le pire. C'est pour ça qu'en premier, j'avais dit, d'abord, notre angoisse à nous. C'est-à-dire, d'abord s'interroger sur où on en est, nous, dans notre propre angoisse, reconnaître sa propre peur et son inquiétude. L'enfant, il sait si sa mère, c'est une nana angoissée ou une nana détendue. Il est plus au courant que nous, hein, il sait. Et son père aussi. Et son père aussi. Oui, mais moi, je suis très dans l'enfant et la mère, mais effectivement le père aussi bien sûr. Mais pour moi, j'explique ce que je veux dire, c'est que plus l'enfant est petit, pour moi l'enfant ne parle que la langue de la mère. C'est-à-dire que c'est elle qui lui présente le monde, et c'est à travers elle qu'il voit. Plus il est petit, plus c'est vrai. Comme on parlait d'enfant petit, je suis parti sur ça. Mais effectivement, tout de suite, la parole du père aussi est fondamentale, et aussi un support structurant pour l'enfant, essentiellement structurant. C'est-à-dire que ça lui permet de s'accrocher, de reposer sur quelque chose de solide. Donc, c'est là la question de fond. Les institutions, les parents, les adultes peuvent aussi rentrer dans leurs propres angoisses, et évidemment, les enfants reçoivent les angoisses des adultes. Donc, ce n'est pas que l'école leur dise qu'ils peuvent être attaqués et qu'il faut faire comme ça et comme ça si on est attaqué, qui les angoisse. C'est que l'école, la maîtresse, la directrice, mêlent leurs propres angoisses à cette réaction normale et adaptée. Et c'est tout le trop qui révèle que les adultes sont en train de perdre les pédales. Et quand les adultes perdent les pédales, qu'il y ait guerre ou qu'il n'y ait pas de guerre, pour les enfants, c'est toujours une catastrophe. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus où ils en sont. Et là, eux, ils sont appuyés sur nous. Si on tremble, c'est eux qui tombent. C'est comme ça. Donc, voilà ce que je veux que vous soyez sensibles à cette... Peut-être, alors c'est une idée, je ne dis pas qu'elle est forcément juste, mais les enfants ont vu aussi des plans Vigipirate qui n'étaient pas uniquement destinés à la communauté juive. Et je pense que pour éviter peut-être une stigmatisation, c'est de parler de manière globale qu'il y a certains lieux qui ne sont pas forcément des lieux religieux, qui sont protégés de la même manière. Et je pense que ça s'inscrit dans une réalité plus globale et moins stigmatisante. Oui. Dans la même veine, moi je dis toujours à mes petits-enfants, quand je les emmène au musée, je leur fais remarquer qu'il y a une sécurité où carrément on passe, je sais pas quoi, le sac doit être ouvert et on passe dans certains musées dans un truc pour vérifier qu'on n'a pas d'armes sur nous. Donc voilà, ça banalise. C'est une organisation nouvelle de la société, mais qui ne concerne pas que tous les juifs, qui concerne tout le monde. Et ça, je crois que c'est très important de ne pas les faire se sentir à part de la société française. Et pourtant, c'est ce que beaucoup de gens veulent faire, donc c'est pour ça que je pense que c'est très important qu'on globalise les choses. Ouais. Merci beaucoup. Et moi, j'ai une question. En fait, je travaille en Israël avec les enfants, mais qui ont 7 mois, 8 mois, entre 8 mois et 2 ans, donc la parole n'est pas encore là. Comment réagir lorsqu'il y a une alerte? Moi, je suis partie le 12 d'Israël, donc en fait, dans cette période-là, l'école était fermée. Mais si je reviens, c'est vrai que moi-même, je suis angoissée, par les alertes, comment réagir, et comment me comporter avec ces enfants-là. Pour travailler avec les petits-enfants, généralement, je suis très marqué et très admiratif du travail de Dolto, qui était une clinicienne extraordinaire. Et je crois après, sur le plan théorique, je ne sais pas ce qu'on reprend d'elle, mais sur le plan clinique, elle a été vraiment lumineuse. Et elle nous a appris, Winnicott aussi nous en avait parlé avant, à parler aux enfants, c'est-à-dire à symboliser pour eux. Mais bien sûr, s'ils sont tout petits. Surtout, mais surtout, non, vous pouvez essayer de verbaliser, comme si vous étiez un capteur, et que vous verbalisiez ce qui est tendu dans l'ambiance, c'est-à-dire, oh là là, ça fait peur tous ces bruits, ça fait peur ces descentes, on va descendre d'un mat, et effectivement, on va être protégé là-bas, parce que ça fait peur, et puis on a tous peur parce qu'on pourrait être blessé, mais on va aller se protéger, comme on parlerait à un enfant de 4 ou 5 ans, en verbalisant avec des mots simples, et en étant dans un discours surtout sincère, c'est-à-dire c'est la vibration que vous amenez,
ce que vous ressentez qui va passer. Si vous ressentez que vous voulez calmer cet enfant devant ce danger-là, ne vous inquiétez pas, lui avec ses capteurs, il va saisir ce qu'il faut de ça. Je ne suis pas sûr que ça résolve le problème, ça ne va pas laisser cet enfant sans aucune trace de tout ça, mais en tout cas, c'est humaniser, c'est symboliser, c'est lui permettre, avant qu'il puisse accéder à la parole, de lui proposer des options de symbolisation et de recevoir ça de manière un peu plus digeste. Alors moi, je pensais même au massage. Par un massage des mains, un massage de Si vous le sentez, oui. Je serais moins doué, mais pourquoi? Mais moi, je veux juste rebondir. Il faut vraiment savoir que les enfants... Enfin, moi, un bébé qui vient de naître, je m'adresse à lui comme un petit sujet. Hein. Mais à 7 mois, un enfant, vous lui dites « Est-ce que tu veux danser ou taper des mains ?» Il tape des mains ou il danse. Ça comprend tout à 7 mois, un bébé. Hein. Ils sont déjà dans le langage. Ah oui, ils sont dans le langage. Avant, ils sont dans les vibrations que le langage, je dirais, met autour d'eux vers quand ils sont tout bébés. C'est pour ça que moi, je parle au nouveau-né. Mais à 7 mois, en plus, là, c'est une évidence qu'ils comprennent tout. Hein. C'est pas parce qu'ils ne parlent pas qu'un enfant ne comprend pas tous les mots. Et là, actuellement, il y a un documentaire qui est passé cette semaine sur les enfants à la pouponnière qui sont abandonnés et qui vont être adoptés. Et comment on parle à ces enfants en les changeant. La nounou, enfin, je dis la Tati, la puricultrice, c'est une brave fille de la campagne. Elle n'a pas fait psycho et elle n'a pas lu Freud et Winnicott. Hein, je peux vous dire. Elle l'a dans le bras et elle lui dit, eh ben tu sais, et elle lui parle comme si c'était une personne adulte. Enfin, voilà, elle n'a pas de barrage. Et cet enfant répond. Ce qui est génial, c'est qu'on voit l'enfant babiller et comprendre ce qu'elle lui dit. Exactement, j'allais en parler. Ah, c'est trop génial. Et Yachef est quand même quelqu'un qui a marqué pour les pouponnières. Tout à fait. Deuxième chose, moi, je suis une enfant de la guerre. J'ai connu la guerre d'Algérie pendant 1 an. Toute l'année 61-62. Moi, j'ai souffert de l'angoisse de mes parents. Et donc, je comprends très bien ce que vous dites. D'ailleurs, mon père était un peu lâche, je le dis. Hein, il avait 50 ans et il était terrorisé. Et ma mère était forte. Donc, elle lui disait, ne t'inquiète pas, Simon, on partira tous ensemble, je ne t'abandonnerai pas. C'était elle qui le rassurait sur son non-abandon. Mais nous, qui étions, ma sœur avait 15 ans, moi 11 ans et mon frère 6 ans, eh bien, la guerre, on enjambait des cadavres. Et je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est pas pareil de vivre la guerre que de la voir à distance. Ça n'a rien à voir. Vous me permettez juste, Oui. juste pour ce que vous venez de dire sur la lâcheté, je m'excuse je voudrais, ça ne me regarde pas tellement, mais je dis juste que la peur, c'est pas de la lâcheté. Non, la lâcheté, c'est de ne pas faire ce qu'on a à faire à cause de la peur. Voilà. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà, je veux juste te dire ça parce que je voudrais pas que les gens. Moi, j'ai peur en ce moment. Peut-être d'autres ont peur. Je voudrais juste te dire à ceux qui ressentent cette peur, qui pour moi est légitime, que après le courage, c'est de surmonter sa peur. C'est pas de ne pas avoir peur. Voilà. Je voulais juste te dire ça. Peur très perturbée parce qu'il était fiché par l'OAS et donc il avait une peur réelle, mais on le savait, il parlait, il verbalisait. Je ne voulais pas rentrer dans la jouer. Voilà. Non, mais pour le message. aucun problème. Mais la guerre, c'est la guerre. Je voulais juste revenir sur ce que vous disiez, et effectivement sur la force de la parole et de la congruence. C'est-à-dire que la congruence, c'est, on va dire, c'est l'alignement entre ce que vous ressentez et ce que vous exprimez. C'est-à-dire que si vous mettez des mots qui sonnent faux en quelque sorte, c'est-à-dire ça va aller, t'inquiète pas, ça va pas le faire du tout. D'accord? Donc c'est vrai que ce qu'on disait, c'est se rassurer, c'est-à-dire nous on a la capacité d'avoir du recul sur les situations parce qu'on peut faire ce que ne peut pas faire l'enfant, nous on peut le faire. D'accord? Et c'est en ça qu'on le rassure. Et donc, de pouvoir être congruent, c'est d'être aligné entre ce qu'on ressent et ce qu'on exprime. Et ça va bien, aussi bien quand on a des peurs que quand on sait pouvoir rassurer. Moi, je suis grand-parent et on s'est retrouvés donc, en Israël le 7 au matin dans cette déflagration. Et avec nos petits-enfants à partir de l'après-midi, dans le Mamad. Mais comme les parents m'avaient rien dit, donc nos petits-enfants ont
4 et 2 ans. On a fait comme si c'était normal d'aller dans le mamad, mais en ne disant rien. Donc ma femme a montré des vidéos sur son téléphone pour qu'on pense à autre chose, mais on n'a rien dit et on était à compter les bombes qui explosaient au-dessus de nous. Mais il n'y a rien qui a eu. On n'a pas verbalisé quoi que ce soit de la situation qu'on était en train de vivre, et donc je me pose la question de savoir quand on y retournera et la guerre peut ne pas être terminée, qu'est-ce qu'on doit dire en tant que grands-parents si les parents ne disent rien ou ont décidé de ne rien dire? J'y ai pensé, moi. Je me dis, c'est vrai qu'il y a un moment où, à cet âge-là, 2 et 4 ans, c'est jeune quand même. Il vaut mieux s'amuser à poser les bombes. Enfin, vous voyez, il vaut mieux être dans le jeu, et puis en reparler plus tard. Surtout si les parents parlent pas. Et je trouve que dans ce film, c'est sympa, hein, parce que... Il parle tout le temps dans ce film. Il parle tout le temps, mais il lui raconte des choses, il s'autorise à être père. Et ça, la question de la vérité, c'est encore autre chose. Ce que je dis simplement, c'est qu'on a pu le dire ici, ce qu'on a essayé de dire depuis tout à l'heure, c'est que justement, il vaut mieux accompagner par des mots, et quel que soit le degré de compréhension de l'enfant, accompagner par des mots que de laisser l'enfant percevoir que c'est complètement anormal ce qui se passe, et que les parents sont tellement dépassés qu'ils ne peuvent rien en dire. Les parents sont les gardes du corps des enfants. Si le garde du corps a peur, comment voulez-vous que l'enfant puisse tenir debout? Donc, vous avez été pris, comme la dame qui nous parlait tout à l'heure, par ma mère m'a dit de ne pas dire que j'étais juif. Bon, je ne vais pas dire le contraire de ce que dit ta mère. Ta mère t'a pas dit ce qui se passe. Et puis, il fallait un temps. Puis, je dirais que il y a les quelques premières heures, et puis après, on s'organise, même psychiquement. Les parents ont sûrement dû parler à leurs enfants, qui ont dû rencontrer de toutes les manières possibles, dans les images, dans les copains au GAN ou je ne sais où, la guerre, parce que c'est impossible de l'éviter en Israël en ce moment. Mais pour ce moment-là, effectivement, vous étiez un peu coincé par l'injonction des parents de ne dites pas, vous n'êtes pas les parents, donc vous respectez la loi des parents, et finalement, c'est bien la place que vous... Enfin, je soutiens cette place de grand-père. Si les parents décident qu'ils ne vont pas parler, même si c'est une connerie, c'est quand même eux les parents. Mais, et d'un autre côté, voilà. Et je pense que c'est pas grave si on vient a posteriori mettre des mots, c'est bon, les enfants, c'est de la pâte à modeler. Si vous réparez, tout est réparable chez un enfant, tant qu'on peut mettre des mots compréhensibles derrière. Et même si à un moment, ça a créé peut-être un peu plus d'angoisse, parce qu'il n'y a pas eu de mots ce jour-là, parce que le lendemain, la semaine d'après, ou même quelques temps plus tard avec un thérapeute, ou même quelques temps plus tard avec maman, d'abord et papa, ou avec un thérapeute, eh bien, on pourra quand même colmater un peu. Mais effectivement, c'est une situation assez inconfortable, comme cette grand-mère dont le petit-fils lui dit qu'est-ce que... voilà, si elle lui disait « Maman m'a interdit, toi, qu'est-ce que tu dis ?» Bon, on est inféodé à la parole des parents, l'enfant encore plus que nous, mais je comprends parfaitement votre question. Mais par contre, quand vous dites qu'est-ce que je vais dire plus tard, quand je vais les revoir, c'est pas possible qu'en Israël, maintenant, il n'y ait pas eu plein de mots qui ont été... Non, mais il y a bien sûr des mots en Israël, mais il y a mes mots à moi. Oui, mais je pense que quand vous allez les revoir, ils vont automatiquement échanger sur ce qui se passe. Donc, ça va disons, se reconstruire, il va y avoir du récit à nouveau, quoi. Parce que même si les parents ne veulent pas dire, en Israël, la société fait que le discours circule. Ce qui est différent d'ici, d'ailleurs. Je voulais rajouter, pour avoir eu en consultation une maman franco-israélienne qui est arrivée juste après le 7 avec une petite fille d'un an et demi et un petit garçon de 4 ans. Ça faisait 3 ans qu'elle avait fait son alia, donc on va dire qu'elle n'était pas dans le modèle israélien. Donc elle a été terrorisée, littéralement terrorisée. Elle a été rapatriée par le consulat français. Et le petit garçon de 4 ans mime, en fait, sous un bureau ou sous une table, ce qu'il a vécu dans le mamad, en étant recroquevillé et en pleurant. Donc il répète cette scène des dizaines et des dizaines de fois. Donc à 4 ans, moi je pense qu'effectivement, il a réagi extrêmement fortement à une situation dont il n'était pas préparé, c'est sûr, et surtout dont la maman n'était pas préparée. Elle n'a pas absorbé, et elle pouvait dire, voilà, j'étais dans le mamad et je savais
qui pouvait rentrer et qui pouvait tuer mes enfants et me tuer. Je ne pouvais rien faire. Rien faire. Donc voilà, c'est l'impuissance face à voilà. C'est génial parce que ça veut dire que le traumatisme de l'enfant, c'est la défaillance du parent. Et je ne veux pas cette mère d'être défaillante, c'est peu importe. En tout cas, elle, à ce moment-là, elle ne peut pas faire face. Et là, l'enfant se prend le truc sans protection. Donc c'est pour ça que c'est très important à ce moment-là, évidemment, dans un premier temps, de traiter le parent qui va pouvoir s'apaiser et apaiser l'enfant. C'est le par excitation, le parent, qui permet justement d'empêcher l'espèce d'excitation du traumatisme de traverser trop vite et d'aller vers l'enfant. C'est pas seulement le traumatisme, c'est que Freud décrit les parents comme un par excitation en général pour l'enfant. La mère, et là c'est la mère dont il s'agit, comme un par excitation, c'est-à-dire qu'on dit que la mère, après avoir mis son enfant au monde, elle continue à avoir autour de lui comme une grossesse qui se continue en dehors, c'est-à-dire qu'on n'attrape pas le bébé d'une femme qui vient d'accoucher, elle continue à le protéger, et finalement elle va garder cette fonction de par-excitation, c'est-à-dire de filtrer le monde pour lui. Et là, c'est vraiment la question de filtrer le monde pour lui, d'amortir les chocs pour lui, et c'est ça la fonction de par-excitation. Quelle est la fonction des grands-parents? Comment les grands-parents sont avec leurs enfants, leurs propres enfants? Parce que c'est vos enfants qui sont face à la guerre. Et en fait, vous êtes toujours parents. D'ailleurs, on est toujours enfants tant que nos parents ne sont pas morts. Exactement. Donc, on est fils ou fille? On n'est plus enfant, on est fils ou fille. Fils ou enfant. Mais en tout cas, c'est vrai que comment les grands-parents se positionnent par rapport à leurs propres enfants, qui voient un peu... enfin voilà. Par rapport à ma fille dont je vous ai parlé précédemment, j'ai quand même essayé d'arrondir un peu les choses. Parce que c'est une enfant, oui, c'est une enfant angoissée depuis toujours. Elle a été noyée de magnésium, lithium, etc. depuis toujours. Et elle est comme elle était. C'est toujours la même. Je crois qu'aujourd'hui, nous, on a bénéficié du statut des enfants, en tout cas ma génération, qui n'ont pas eu justement ces traumatismes de guerre. On a eu l'histoire. Et d'ailleurs, un collectif d'amis, on se retrouve toutes les semaines et on chante. Même ceux qui ne savent pas chanter. Et on a pris conscience en réalité que les prénoms qu'on a donnés à nos enfants dans ma génération, religieux ou pas, étaient des prénoms souvent bibliques. Noam, Sarah, Ruben, Myriam. Alors que nos parents nous ont donné des prénoms plutôt assimilés, en tout cas en France, mais pas que. Et certains d'entre eux disaient « J'hésite à appeler dans la rue mon enfant par son prénom ». Je vais vous raconter une anecdote qui pourrait être une blague et qui en est une dans ce moment de chaos qu'on a vécu. Donc, j'ai reçu chez moi des Israéliens qui ne pouvaient pas, dans leur cas, certains rentrer, c'était tout au début, et d'autres là qui voulaient venir. Et donc, il y en a un qui s'appelle Adi, et donc qui, comme les deux autres qui étaient venus précédemment, avait très peur de sortir. Et donc de parler hébreu dans la rue, voilà, donc ça les questionnait énormément. Il y en a certains qui sont restés enfermés 2 jours sans sortir à la maison, enfin voilà. Et donc je ne sais pas pourquoi ils ont ce truc d'aller chez le barbershop, et avant de partir en Israël, il y en a un qui est allé au barbershop, il s'avère que c'est beaucoup d'Arabes qui sont barbershop, et Adi fait la même chose, il me dit pas, et le soir je rentre et je vois qu'effectivement il n'a pas raté. Et il me dit, tu sais, je suis allée au barbershop et c'est des Arabes. Et je dis, bah oui, tu aurais dû me demander, je te l'aurais dit. Donc, il me dit, quand je suis arrivée, il m'a demandé d'où tu viens. Alors, il me dit, moi, je lui ai dit que je venais de Floride. Et il n'a pas précisé, il a dit Floride. Et l'autre lui demande, mais tu t'appelles comment? Et là, il me dit, je ne pouvais pas lui dire Adi. Donc, j'ai donné mon deuxième prénom et je lui ai dit que je m'appelais Salomon. C'est type de Jacob. C'est vrai. Je lui ai dit, tu as déjà vu Rabbi Jacob? Il m'a dit, quoi tu me parles? Donc, tu me permettras de pouvoir raconter cette histoire, parce que
c'est quand même trouver des moments où on peut rire et sourire dans des moments aussi dramatiques. Alors, pour madame, pour votre remarque, vous avez parlé de parents des parents. Je glisse ça, parce que chez moi, c'est mon... De toute manière, quand les parents manifestent leur angoisse, et la mère particulièrement, les enfants se situent toujours comme parents des parents, le père aussi, hein, c'était une provocation, mais les parents se situent comme parents des parents, mais à la sauce de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est vraiment important de comprendre qu'à ce moment-là, c'est les défenses des enfants qui ne peuvent plus être organisées. C'est-à-dire que ce petit garçon, il a vu sa mère angoissée dans le NAMAD pendant un certain temps, celui dont vous nous avez parlé. On peut imaginer, alors c'est vrai qu'on ne parle pas des cas qu'on n'a pas vus, mais enfin, on peut en entendre quand même quelque chose. On peut imaginer que cet enfant, il avait sa mère angoissée devant lui pendant ce temps-là, il ne se souciait plus de son propre sort. Parce que l'enfant, il repose sur les parents. La branche sur laquelle l'enfant est assis, c'est ses parents et sa mère en particulier. Et donc, s'il voit que sa mère va tomber, son propre sort n'est plus en jeu. De toute manière, si elle tombe, il tombe. Donc, soignez vos angoisses, c'est-à-dire vous mettre au clair avec ce qui vous fait peur, c'est la meilleure manière de délester vos enfants. C'est ça le travail du pédopsychiatre, la plupart du temps. C'est assez amusant les ressources qu'on arrive à développer en tant que parents de nos parents, mais puisque vous disiez qu'on restait enfant, enfin, aux filles ou garçons pour nos parents, de prendre le stress de nos parents et d'essayer de les rebooster, pour pas qu'ils communiquent à leurs petits-enfants par derrière. Par ailleurs, et quand ma sœur qui est en Israël sur le terrain, en civil, mais sur le terrain, qui me dit « Est-ce que tu peux appeler ta mère pour la calmer, qu'elle coupe un peu les médias ?» C'est assez révélateur. Chez moi, elle me dit « Chez moi, tout va bien, on est sur le front et on avance, on fait ce qu'on a à faire pour notre pays. Gérez-vous en France vos problèmes. » Et je trouve que c'est difficile parce que qu'est-ce qu'on répond à notre mère? Alors, je ne sais pas ce que ou à notre père, je sais pas d'ailleurs. ce que vous pouvez répondre, mais ce que je peux dire, c'est que la plupart des mères, je ne sais pas dans ce cas précis, mais ce que ça me fait penser, c'est que la plupart des mères qui soutiennent leur mère enlèvent de l'énergie à ce qu'elles doivent soutenir leurs enfants. C'est ça le problème. C'est que quand on a des parents qui se prennent pour des enfants, en général, moi je le dis comme ça. Bon, là on déborde un peu, mais sur la chaîne de l'angoisse, ça y revient. Quand une mère n'a pas été assez aimée par sa mère, elle se nourrit de l'amour de ses enfants comme d'un soutien. Quand les enfants sont aimés pour autre chose que ce qu'ils sont, c'est-à-dire pour ce qu'ils produisent comme remplacement de ce qui devait arriver avant, pardon, je t'ai pas vu, pour remplacement de ce qui a manqué avant, alors ça veut dire que ces enfants deviennent fonction pour les parents. Et donc ils sont tournés vers leurs parents. Mais quand ils ont des enfants eux-mêmes, comme maintenant leur existence repose sur le fait de servir ce qu'il faut à leurs parents pour avoir le sentiment d'avoir des parents, il leur manque quelque chose de l'écoute et de la disponibilité pour leurs propres enfants. En tout cas, c'est ce qu'on voit en clinique, c'est ce que moi je ressens en clinique. Donc je disais, dans ce cas précis de la guerre et du traumatisme, vous illustrez ça. Heureusement, on est tous résilients, on arrive à se débrouiller, on peut être un peu le parent de nos parents qui sont angoissés et quand même écouter nos enfants, bien entendu. C'est ce qu'on arrive à faire la plupart d'entre nous. Mais on a de plus en plus de parents qui sont plus parents de leurs parents que parents de leurs enfants dans cette génération-là. Et c'est difficile d'être les deux en même temps, je dirais. En tout cas, il y a de l'énergie qui se perd à un endroit à un autre. Il faut dire quand même que les personnes âgées n'ont pas la vie facile en ce moment, je trouve, et que souvent ils rentrent en compétition un peu avec les enfants. Voilà. Donc je pense que c'est aussi une question de survie pour eux. Dans mon expérience, je suis aussi psychologue clinicienne, j'ai des personnes âgées qui en ont assez que leurs enfants les prennent pour des enfants, les infantilisent, et prennent des décisions à leur place, et contestent et reformatent et reformulent leurs pensées à leur place. Peut-être parce qu'ils sont en thérapie qu'ils peuvent dire ça. Oui, c'est peut-être parce qu'ils sont en psychothérapie qu'ils peuvent dire ça. Mais voilà. Oui, mais si vous parlez à vous, vous êtes psychologue. Donc ils font un travail avec vous. Voilà. Donc comme ils sont au travail avec vous, ils peuvent verbaliser ça.
Bien, ben écoutez, merci beaucoup pour votre présence. Merci à tous les intervenants. Et voilà, je pense que c'était important de se retrouver, d'échanger ensemble.